Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous entretenir, essayer, c'est dur d'être exhaustif avec un projet aussi complexe que ça, mais de vous parler de la fusée Saturne V. Donc, c'est dans le cadre du 50e anniversaire du cycle Apollo. Le dernier vol Apollo, Apollo 17, c'est en décembre 1972. Donc, on est encore dans le cycle du 50e là, qui va se terminer cette année. En haut à gauche, à droite, vous voyez le logo là, du 50e de la NASA, donc de la Lune vers Mars. Donc, il y a le logo de la NASA, puis le logo de Apollo. Qu'est-ce qui me fait embarquer là-dedans? Ben, je suis un contemporain de cette époque. En 69, j'avais 10 ans, donc j'étais quand même assez conscient de voir toutes ces missions-là. Puis c'était captivant pour nous, notre génération, de pouvoir assister à ça en direct à la télé. Euh, Dernièrement, je suis tombé il y a à peu près 2 ans sur un projet incroyable. Euh, c'est juste une petite introduction. Vous voyez trois personnes. La personne du milieu, c'est Mike. C'est un petit génie de l'informatique qui travaille pour une compagnie en Californie qui s'appelle Capella System. Puis eux autres, qui lancent des petits satellites de télédétection terrestre. Puis c'est un spécialiste de la programmation des FPGA. Le monsieur qui est assis à droite, les cheveux blancs, lui, c'est un monsieur qui avait travaillé comme technicien à l'époque des années 60 dans la région de Houston. Puis la compagnie était technicien. La compagnie pour laquelle il travaillait faisait avait des contrats pour la NASA pour faire certaines vérifications. Puis après les programmes Apollo, dans les milieux des années 70, dans un entrepôt qui vendait du matériel de surplus, il a trouvé une palette avec plein d'équipements électroniques, dont la boîte dont vous voyez Mike, celui avec les gants blancs qui est en train de regarder, c'est un ordinateur, un AGC, un Apollo Guidance Computer. Donc, c'est l'ordinateur de contrôle des modules de commande Apollo puis des modules lunaires. Donc, j'ai fait une conférence à Cassiopée cet automne là-dessus. Eux ont réussi à faire marcher la machine. Là. Donc, 50 ans après, ils ont réussi à faire fonctionner l'AGC. Puis, il y a 23 épisodes sur YouTube où vous pouvez voir là, la restauration. Donc, c'est vraiment captivant. Donc, comme j'avais fait la partie navigation, comment se rendre à la Lune au Club Cassiopée, donc je parlais de la navigation inertielle, navigation astronomique. Ben, au Club Mars aujourd'hui, ce soir, ben, je vais complémentaire à ça, je vais parler de la fusée elle-même, la fusée Saturne V. Donc, j'ai une petite introduction. Donc, ça va être en anglais, mais c'est juste pour donner on va dire en anglais, le feeling là, de l'époque. Donc, c'est côté historique, c'est le lancement de la course à la Lune. On n'a pas de son, mon cher Louis, Ah. parce qu'il faut que tu cliques sur partager l'audio quand tu fais ton partage. Donc, c'est une autre option qui s'ajoute. Il faut que tu refasses un nouveau partage, puis que tu fasses tu peux garder ton partage ouvert, mais en tout cas, New Share. faut que tu ailles cliquer la petite option partager l'audio, puis tu as même une autre option qui est Ah, optimisée Share pour le vidéo Sound. aussi que OK. tu peux cocher si tu veux. Puis Optimize for Video Clip, que je Ouais, coche. mais tu as aussi share, si tu es en anglais, là, ça va être share Sh- audio aussi que tu as. Share Sound. Ouais, OK, je l'ai coché, lui. Puis là, je vais faire Optimize parfait. for Video Clip. Oui ou non? Tu peux essayer ça. Parce qu'on l'entendait pas, mais bon, on n'est pas nécessairement des gens extrêmement bilingues, là, mais Non, c'est juste pour l'ambiance. ouais, Donc, parfait. je reviens sur l'application ici. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. Donc, c'est ça. Les Américains ont été un peu humiliés par les succès des Soviétiques. Puis le président Kennedy, ben, il avait fait son allocution au Congrès pour donner l'intention d'aller sur la Lune. Puis ici, il est à l'Université Rice. Puis c'est vraiment l'annonce officielle où il dit « on y va ». Donc, quand on voit où il est au Congrès, il dit ben, je crois que cette nation devrait relever le défi d'envoyer un homme sur la Lune. Puis là, bien, à l'Université Rice, qui est à Houston, c'est là qu'il annonce vraiment l'entrée en course des États-Unis pour faire atterrir à l'UNIR un homme sur la Lune. Donc, c'est ça. Il y a une petite blague là-dedans ici parce qu'il dit pourquoi Rice play Texas, pourquoi Rice joue contre Texas. C'est quand ils ont choisi l'endroit où faire le centre de commande, là, le fameux Houston, nous avons un problème. Donc, pourquoi le centre de contrôle est à Houston? Parce qu'il y avait un démocrate qui votait pour des budgets, parce qu'il fallait que tout le monde vote pour les budgets pour qu'ils puissent aller sur la Lune. Puis, pour le remercier, ben, ils ont mis le centre de contrôle des vols habités à Houston. C'est pour ça que c'est là. Puis, l'université de Houston, c'est l'université Rice. Puis la grosse université au Texas, ben, c'est l'Université du Texas, puis c'est eux qui sont les plus forts au football. Donc, c'est sa petite joke, sa petite blague pour dire, ben, si on affronte quelque chose de très gros, ben, pourquoi aussi l'Université Rice affronte le Texas, puis ils gagnent presque jamais. Là. Donc, c'est pour vous donner l'ambiance. Les Américains se lancent dans la course à la Lune, mais là, on ne sait pas encore la méthode qu'on va utiliser pour y aller. Donc, il y a trois profils à réaliser. Un vol direct. Le vol direct, on décolle directement de la Floride, on s'en va vers la Lune, il n'y a pas d'orbite intermédiaire. Arrivé à la Lune, on est l'Uni. C'est ce qui demande la plus grosse fusée, ce qui demande le plus gros effort. L'autre option, c'est assembler un véhicule lourd, mais à partir de la Terre. Donc, c'est le rendez-vous en orbite terrestre. Donc, on fait au moins 2 lancements. Ces 2 lancements-là amènent chacun une pièce du véhicule qui va aller sur la Lune. Et à partir de ça, il y a encore un autre, le vaisseau qui va sur la Lune, c'est un atterrisseur lourd, un vaisseau lourd qui va atterrir au complet. Il y a une troisième option. Cette troisième option-là, ce n'est pas l'option de la NASA, ce n'est pas l'option des spécialistes, c'est un rendez-vous en orbite lunaire. Donc, on lance un véhicule vers la Lune, mais ce n'est pas le véhicule au complet qui va allunir, mais un petit module, une petite partie. Le problème, c'est que ça demande un rendez-vous en orbite autour de la Lune. N'oubliez pas qu'en 1961, quand Kennedy a lancé son défi d'aller sur la Lune, il n'y avait encore jamais eu de rendez-vous de 2 vaisseaux spatiaux autour de la Terre. Donc, aller dire qu'on va aller sur la Lune, puis on va faire un rendez-vous autour de la Lune, où il n'y aura pas de station au sol avec des radars pour vérifier, puis tout ça, il va falloir qu'ils soient autonomes, puis qu'ils se rencontrent, qu'ils se retrouvent, puis qu'ils fassent un rendez-vous. Ce n'était vraiment pas l'option qui était l'option privilégiée. Donc, on va regarder la première option, donc le vol direct, donc l'ascension directe. Vous voyez complètement à gauche, c'est la fusée. Elle se serait appelée la fusée Nova. Puis l'atterrisseur, le module, le vaisseau qui va jusqu'à la Lune et qui revient, c'est le gros cylindre que vous voyez ici. Donc, c'est le vol direct jusqu'à la Lune, puis le retour. Qu'est-ce que ça implique pour se déposer sur la Lune? C'est quelque chose de très lourd, de très gros. Donc, on voit un des projets à gauche, puis à droite aussi, bien, dans les années 50, Wernher von Braun avait des projets d'aller sur la Lune, puis lui aussi, il voyait un gros atterrisseur, là, quelque chose d'impressionnant. Donc, c'est le fameux projet d'aller sur la Lune directement. Ça va nécessiter des budgets énormes, puis une fusée gigantesque. Puis le mot gigantesque n'est pas... c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser. Donc, pour l'ascension directe, ben, ça, c'est en 1960-61. Vous voyez à gauche les projets.
Ce qui ressemble ce qui ressemble complètement à gauche, c'était que pour relever le défi de battre les Russes, le premier projet, c'était d'aller seulement de tourner autour de la Lune. Donc, complètement à gauche, vous avez un orbiteur lunaire, mais sans aucune phase d'atterrissage. Les trois autres, ce sont des projets de compagnies différentes pour avoir un alunisseur. Puis l'alunisseur, c'est gros, ce n'est pas le module lunaire qu'on a connu. Puis si vous regardez à droite, vous voyez, là, il y a l'équivalent d'une capsule Apollo qui est en haut. Puis c'est tout l'ensemble qui va aller sur la Lune. Il y a un ingénieur de la NASA, John Hubbold, qui lui croit fermement que la meilleure façon d'y aller, c'est avec un module qui est plus petit qui va aller sur la Lune et qui va remonter, rejoindre un vaisseau mère. Il est vraiment pas écouté, il est en minorité, mais il est audacieux, il écrit une lettre, puis cette lettre-là, il l'écrit au patron de son patron. Donc, puis à un moment donné, ben, il se rend compte que son idée est la bonne. Donc, c'est d'utiliser la méthode du rendez-vous en orbite lunaire. Ça va être la méthode la plus économique, la plus réaliste, même s'il y a un gros défi, ça va être de faire des rendez-vous autour de la Lune. J'ai trouvé sur Internet un petit vidéo. Donc, je ne pouvais pas le capturer. Donc, ce que j'ai fait des saisies d'écran puis je l'ai transformé en GIF animé. Donc, vous allez voir, début des années 60, une version très, 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 très peu aboutie du projet, mais vous allez voir, là, c'est un peu naïf, mais ça va vous donner une idée. Puis, regardez aussi comment le module lunaire va se détacher puis il va aller se reconnecter au module de commande. Donc, on a le décollage, les différents étages. Ça ressemble vraiment à ce qu'on connaît. Sauf que là, le module lunaire est en arrière avec des bras. Puis pour aller le connecter après le module de commande, c'est les bras qui sont articulés. Ça doit être un artiste parce que pour descendre sur la Lune, il faut accélérer vers la Lune. Là, il y a une inversion, puis il se dépose. Puis là, c'est la partie du dessus là, qui va être la partie qui va revenir au vaisseau. Donc, c'est le projet que la NASA accepte. C'est le projet qu'ils décide de réaliser. Donc, un module lunaire puis un rendez-vous en orbite lunaire. Voici une conférence de presse. On voit le petit module lunaire qu'on a vu tantôt. C'est des spécialistes de la NASA. Puis celui qui est complètement à gauche, c'est le directeur de la NASA. C'est un dénommé James Webb. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dernièrement. Là. Donc, c'est lui. Il y a une petite controverse aussi, mais c'est un peu de l'époque. Mais le fameux télescope qui s'en va vers le point de Lagrange L2, c'est le télescope James Webb. Ben, c'est pour, en l'honneur du monsieur qui est à gauche, le deuxième président de la NASA, directeur de la NASA. Le concept a évolué. Donc, si on regarde ici, vous avez de 1961 à 1962-69, on voit les différents concepts, là, des atterrisseurs lourds. En 62, rendez-vous en orbite lunaire en bas à gauche. Il y a différents concepts. Ce qui a vraiment été accepté, c'est en bas l'avant-dernier, donc Grumman, en novembre 62, le module lunaire. C'est le concept presque abouti. Puis au final, ce qui a donné, ben, c'est le concept qui est complètement en bas à droite. C'est ce qu'on a connu, là, le module lunaire. C'est le même module lunaire, sauf qu'il a été optimisé pour l'alléger le plus possible. Pour se rendre sur la Lune, ben, ça va nous prendre des fusées. Donc, le spécialiste des fusées aux États-Unis, ben, c'est un Allemand, un Américain d'origine allemande, Werner von Braun. On le voit ici dans son bureau. Puis en arrière de lui, ben, on voit la famille des fusées Saturne. Donc, Saturne 1, Saturne 1B. Je m'excuse. La toute petite fusée qui est complètement à gauche, elle, je pense que c'est une fusée Atlas. Les deux suivantes, c'est des Saturne 1 sans la lettre B. La première à gauche, c'est la Saturne 1 bloc 200, donc la première version de la Saturne 1. Deuxième modèle avec les petites ailettes, c'est la Saturne 1B. Puis bloc 2, je veux dire, le bloc 500. Puis en arrière de l'épaule de Von Braun, c'est la Saturne 1B. C'est elle qui va être utilisée pour des vols habités.
Puis complètement en arrière de lui, la très grande fusée, c'est la Saturne V. Donc, voici à quoi vont ressembler les fusées du programme spatial Apollo. Donc, quand ils ont cherché la configuration des Saturnes, ils ont élaboré 5 hypothèses de C1 à C5. Sur ce dessin-là, on ne voit pas les autres hypothèses parce qu'elles n'ont pas été retenues. La C1, c'est la fameuse Saturne 1. Puis C1b, c'est la Saturne 1b, donc on le voit ici. La Saturne 5, on la voit C5. Puis s'il y avait eu la fusée Nova, on voit déjà qu'elle était plus massive que la Saturne 5. Au lieu d'avoir 5 moteurs F1 à la base, c'était 8 moteurs F1 pour envoyer l'alunisseur lourd. Qu'est-ce que ça prend comme défi à la fusée pour se rendre, pour envoyer un vaisseau spatial vers la Lune? Ça prend une vitesse phénoménale. Donc, pour atteindre la Lune, il y a différentes orbites qu'on peut utiliser. Vous voyez, à partir de la Terre, il y a des orbites elliptiques. L'orbite elliptique, il y en a une qui frôle l'orbite de la Lune. C'est l'orbite elliptique la plus petite qui nous rend la Lune. C'est celle qui prend le plus de temps, mais qui est la plus économique. Celle qui est en tiret. Celle qui est en pointillé, c'est une orbite elliptique qui ne se rend pas. Après ça, en tiret, c'est l'orbite à énergie minimum. Si on veut aller plus vite, on donne une orbite elliptique, mais avec une ellipse un petit peu plus longue. Donc, on dépense un peu plus d'énergie, mais on arrive plus tôt. Donc, c'est une orbite de ce style-là, le très plein, qui a été accepté, qui a été utilisé. Puis, les autres orbites que vous voyez, il y a la parabole qui nous envoie à l'infini. Donc, c'est l'orbite de libération. Donc, si vous allez à cette vitesse-là, vous pouvez vous rendre à l'infini. Puis les autres orbites, donc si vous allez plus vite que l'orbite de libération, c'est des orbites hyperboliques. Le graphique qui est à droite nous donne, pour les différentes orbites elliptiques pour se rendre à la Lune, la vitesse d'injection, donc à quelle vitesse, à partir de la Terre en orbite terrestre, à quelle vitesse on doit communiquer à notre vaisseau pour se rendre à la Lune. Si on veut se rendre en 60 heures, donc 5 jours, c'est à peu près un petit peu moins que ça qu'ils utilisaient. C'est à peu près entre 10,8 et 10,9 km par seconde. Donc, 10 km par seconde, c'est très rapide. La Station spatiale internationale est autour de 7,2 km par seconde pour rester en orbite à 390 km de la Terre. Donc, les vitesses à atteindre sont très grandes. Comment on va se rendre jusque-là? Il a fallu l'invention d'un moteur, le moteur à réaction. Le moteur à réaction vient d'un principe physique qui est la troisième loi de Newton. À toute action s'oppose une réaction égale et de sens inverse. Donc, c'est un dessin qui illustre le principe. Il y a un monsieur dans un canot qui lance des pierres. Puis à mesure qu'il lance des pierres, la poussée qu'il fait sur la pierre, elle donne une poussée à celui qui envoie la pierre. Donc, la pierre s'en va, puis le canot avance. Donc, les deux objets s'éloignent. Avoir eu un peu plus de temps, j'aurais fait plus une démonstration. C'est la conservation de la quantité de mouvement, mais c'est un peu, ça nous donne une idée intuitive de comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui est important dans ce principe-là? La quantité de pierres qu'il lance. Donc, ça s'appelle le débit. Plus vous allez lancer de pierres rapidement, plus vous allez vite. L'autre quantité qui est importante, c'est la vitesse à laquelle il lance la pierre. Plus la vitesse est grande, plus la vitesse de votre canot va être grande. Il y a une chose qui est importante, c'est que quand vous lancez la première pierre, vous poussez dessus, elle pousse sur vous, puis vous poussez sur un canot qui a beaucoup de pierres. À mesure que vous lancez les pierres, il y a de moins en moins de pierres dans le canot, donc le canot s'allège. C'est de plus en plus facile. Donc, il y a un Russe, un monsieur Tsiolkovsky, qui, lui, a développé une formule qui décrit la formule de Tsiolkovsky, la formule qui décrit la propulsion des fusées. Donc, si vous voulez partir vous êtes dans l'espace avec une fusée, puis vous voulez changer sa vitesse, vous voulez l'accélérer, donc vous voulez qu'elle aille plus vite. Qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez avoir la vitesse des gaz, parce que le moteur à réaction, c'est qu'on fait une réaction chimique, puis on n'éjecte pas des pierres, mais des gaz. Donc, on a besoin, comme je vous ai dit tantôt, de la vitesse d'éjection des gaz. Donc, plus les gaz que vous éjectez, plus que vous éjectez en arrière de vous, c'est rapide, plus c'est efficace, donc plus vous allez aller vite. Il y a un logarithme naturel
comme je vous disais tantôt, la première pierre qu'on lance, on va à une certaine vitesse. La deuxième, bien, son effet est plus important. Il a le même effet, mais il pousse sur un objet qui est de moins en moins pesant. Donc, quand une quantité varie de façon continue comme ça, c'est un comportement en logarithme naturel. Logarithme naturel, si vous contractez un prêt hypothécaire puis vous avez des intérêts composés, ça va se décrire aussi par des logarithmes naturels. Donc, ça décrit aussi la demi-vie des éléments radioactifs. Donc, tous les éléments dont le taux varie en fonction de la valeur elle-même donnent un logarithme naturel. Donc, on voit la courbe. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si vous regardez la formule, il faut augmenter la vitesse d'éjection, mais les deux masses qu'on voit à droite, la masse au début puis la masse finale, donc autrement dit, il faut que vous ayez une grosse masse au début puis presque pas de masse à la fin. Donc, il faut que tout ce que vous ayez dans votre fusée, c'est la majorité du carburant puis pas beaucoup de fusée. Si vous maximisez ce rapport-là, le rapport de masse, beaucoup de carburant puis très peu de fusée, vous allez aller vite. J'ai trouvé dans mes archives personnelles des vieux livres des années 60 qu'on achetait puis on collait des images dans les livres. Là. Il y avait le livre, puis il y avait des carrés, puis à la fin, il y avait des images collantes comme des timbres, puis on collait dans le livre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un missile militaire américain. Donc, il n'y avait pas de scrupules à l'époque. Dans nos livres de jeunesse, ils nous décrivaient l'espace avec des missiles, avec des charges utiles militaires, donc des bombes, des missiles. Donc, si vous regardez le missile qui est à droite, ils ont décomposé à gauche qu'est-ce qu'il y a dans le missile. Tout le missile lui-même, toute la structure, c'est le petit tas que vous voyez en bas. Il y a un moteur puis des tôles. Donc, c'est ça. En haut, dans les tôles, là, ben, il y a un module de guidage puis il y a une charge utile. La grande majorité de la masse de cette fusée-là que vous allez lancer, c'est du carburant. Donc, c'est ce qui est surprenant. C'est incroyable, les fusées. Il faut que ça soit le plus léger possible, mais plein de carburant. Dans le cas de ce missile Thor, c'est un missile balistique à portée intermédiaire. Le combustible pèse 50 tonnes. La carcasse pèse 2,5 tonnes, puis la charge utile pèse 2 tonnes. Donc, on a 54,5 tonnes au total, puis ce qui reste à la fin, c'est 4,5. Donc, il y a un rapport de 55 sur 4,5. Donc, à peu près un rapport 10 pour 1. Donc, c'est un très bon rapport. Même avec ça, on ne peut pas se rendre dans l'espace avec juste une fusée comme ça. Ça ne va pas assez vite. On n'est pas capable d'atteindre une vitesse assez grande. Donc, on va utiliser le concept de plusieurs étages. Donc, je ne m'attarderai pas sur le principe, mais si vous avez seulement un étage, il n'y a pas beaucoup de bénéfices parce que vers la fin, vous poussez une fusée qui a beaucoup de corps morts. Si en montant, les parties qui sont devenues inutiles, vous les larguez, bien, vous recommencez l'idée d'avoir le rapport de masse de plus en plus optimisé, puis vous abandonnez à mesure ce qui est inutile, puis ça va vous permettre d'aller plus haut. Donc, très simplifié, c'est le concept des fusées à étage, ce qui va être utilisé là, pour aller sur la Lune. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est le moteur fusée, donc comment on va se rendre sur la Lune. Donc, il faut éjecter des gaz à très grande vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un réacteur. On va produire une réaction chimique. Donc, on a besoin de deux réactifs qui sont séparés. Puis quand on les met ensemble, ben, ils vont se combiner puis ils vont produire beaucoup d'énergie. Ça va produire des gaz. Ces gaz-là, ben, ils vont se fabriquer, ils vont être injectés dans la partie des injecteurs. Dans la chambre à combustion, ben, ils vont réagir puis ils vont se transformer en gaz à haute température et à haute pression. Si on laissait ce tube-là ouvert puis on envoyait ce gaz-là à l'extérieur, le rendement serait médiocre. Donc, on se rend compte que si on fait un étranglement, un peu comme quand on souffle une ballonne, puis on fait un étranglement dans le bout de la ballonne pour faire sortir l'air, l'air sort plus vite que si on ouvrait la ballonne au complet. La vitesse de l'air qui sort, l'air sort plus vite. On perdrait notre air plus rapidement, mais il n'y aurait pas de vitesse. L'air n'aurait pas une grosse vitesse. Si on fait un étranglement, on va augmenter la vitesse. Donc, la tuyère a deux parties.
La partie qui rapetisse, on appelle ça le convergent. Donc, c'est la partie qui va augmenter la vitesse, mais on ne peut pas converger indéfiniment, sinon il n'y aura plus de trou, puis ça va bloquer. Donc, le col, il y a une limite au col. À partir de là, c'est là qu'on a la plus grande vitesse pour l'étranglement. Cette condition-là, elle arrive quand la vitesse des gaz est égale à la vitesse du son de ce gaz-là à cette pression-là. Après ça, ça nous prend un autre dispositif qui va être un divergent. C'est quoi le but du divergent? C'est comme pour accorder la pression à la vitesse du col à la pression ambiante. Donc, si le gaz qui est poussé vers la droite, si on le laissait sortir, il y a beaucoup de molécules qui auraient des vitesses qui seraient vers latérales, qui ne seraient pas dans longitudinal, dans le sens de l'axe du moteur. Donc, le but du divergent, donc cette espèce de cône-là, c'est de ramener les molécules, leur vecteur vitesse qui veulent s'en aller transversalement, de les ramener en longitudinal. Puis c'est là que ça prend un divergent qui est adapté au milieu ambiant, là, au milieu où on doit être. Donc, c'est ça. Donc là, comme j'avais beaucoup de choses à dire, cette section-là, je vais moins en parler, là, mais la façon de mettre le divergent va l'adapter. Si on a un moteur fusée qui fonctionne au décollage, on est à pression atmosphérique, le divergent est plus petit que si on est dans le vide. Donc, ça va prendre une plus longue adaptation dans le vide là, pour s'adapter à ça. C'est pour ça que quand on regarde la tuyère du module de service des capsules, des vaisseaux Apollo, le divergent est énorme parce qu'il faut qu'il adapte pour le vide. Donc, c'est ça. Là, je vous ai parlé de moteur. On va regarder, pour ne pas faire une présentation trop longue, on va regarder qui aux États-Unis, quelle est la compagnie qui va être le maître d'œuvre de la fabrication des moteurs. Il y a une compagnie qui s'appelle Rocketdyne ou Rocketdyne en français. C'est une filiale de la compagnie North American Aviation. C'est une compagnie qui fabrique des avions pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre froide. Ils fabriquaient des avions militaires. Puis il y avait une filiale pour développer des moteurs qui ont appelé Rocketdyne. Puis quand les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, ont transféré un stock de V2 de l'Allemagne vers les États-Unis, ils ont emmené aussi les scientifiques allemands, dont Werner von Braun et quelques-uns de ses associés. Les Américains se sont dit, on ne fera pas juste faire voler les V2 qu'on a, on veut en fabriquer nous-mêmes, mais l'industrie américaine ne fonctionne pas aux normes métriques, elle fonctionne aux normes SAE. Donc, Rocketdyne ont eu le contrat de prendre les moteurs V2, de les désassembler, puis de les mesurer, puis de les convertir les pièces, faire une conversion aux normes SAE. Donc, c'est là qu'ils ont développé une expertise dans les moteurs fusées. Puis c'est ce qui a fait que cette compagnie-là a eu le gros des contrats des moteurs fusées des vols Apollo. Donc, pour aller sur la Lune, ça va nous prendre des moteurs, puis des moteurs très, très performants, puis avec des poussées énormes, parce que vous avez déjà vu les fusées que ça prenait pour y aller. Donc, voici les familles de lanceurs de moteurs pour les lanceurs Apollo. Il y en a 4. Le moteur le plus petit qui est complètement à gauche, le RL-10, c'est un moteur qui a été utilisé sur les fusées Saturne 1, donc la première version des Saturnes. Après ça, le H1 aussi. Pour les fusées Saturne 5, c'est moteur le J2 et le F1. C'est quoi les grosses différences entre ces 4 moteurs-là? C'est que les 4 moteurs sont dans 2 familles de moteurs. Un des réactifs pour tous les moteurs, c'est de l'oxygène. Donc, ça, c'est commun à tous les moteurs. C'est le comburant. Mais le carburant lui-même, là, ça va être pour le RL10 et le J2, c'est l'hydrogène. Pour le H1 et le F1, ça va être du kérosène. Il y a une raison très, très, très spéciale pour ça. Les moteurs au kérosène, les vitesses d'éjection des gaz, le kérosène, c'est une grosse molécule lourde. Donc, quand on la fait brûler dans la chambre à combustion, ces molécules lourdes-là que vous lancez en arrière de vous, ça va vous donner une bonne poussée, mais ils n'ont pas beaucoup de vitesse.
Puis nous, ben, il y a deux modes qu'on veut. Quand on décolle, on veut une forte poussée, mais pas beaucoup de vitesse, parce qu'on commence. On commence à décoller. Puis on n'aimerait pas ça avoir beaucoup de vitesse dans les basses couches de l'atmosphère parce qu'il va y avoir beaucoup de traînées, beaucoup de résistance de l'air. Mais quand on va être, quand on va être en orbite, on va vouloir un moteur dont les gaz vont être beaucoup plus rapides. Pour vous donner une petite idée, donc je me suis pris des notes ici que je vais aller voir. C'est que pour l'hydrogène liquide, on a des vitesses d'éjection de. Donc, le moteur de base, le gros moteur F1 là, qui va faire décoller notre Saturne V, c'est un moteur qui a une vitesse d'éjection de 2,6 km par seconde. Donc, les gaz qui sortent de ce moteur-là ont 2,6 km par seconde, puis il faut aller à 10,8. Donc, vous voyez que les moteurs à kérosène, ce n'est pas les moteurs qu'on va utiliser pour s'arracher de l'attraction terrestre pour s'injecter sur l'orbite translunaire. Par contre, le J2, qui est sur les deux autres étages, vous allez voir sur quel étage ils vont se trouver, on a une vitesse d'éjection de 4 km, 4,13 km par seconde. C'est presque 2 fois plus rapide que la vitesse d'éjection des moteurs à kérosène. Donc, c'est eux qu'on va utiliser en haute altitude. C'est pour ça qu'il y a deux sortes de moteurs qui vont être sur la Saturne V. Donc, on va regarder le premier moteur, le RL10. Donc, c'est le plus petit des moteurs. Lui, il va être sur la Saturne 1. Donc, on voit les caractéristiques qui sont ici, qui sont en anglais, là, mais c'est pour. Je ne m'attarderai pas, c'est seulement pour vous les présenter. Un autre moteur qui était utilisé sur la Saturne 1, c'est le H1. Donc, lui, c'est un moteur avec un moteur au kérosène. Donc, lui, les moteurs H1, c'était pour faire décoller les Saturne 1. Donc, il y en avait 8 sur la Saturne 1. Puis la Saturne 5, elle, ça va être les moteurs F1. Là, les deux moteurs les plus intéressants, c'est le J2 puis le F1. Donc, le J2, c'est sur les étages supérieurs de la Saturne 5. C'est les moteurs qui vont vous emmener à haute vitesse. J'ai une image qui va vous faire sourire. Imaginez-vous que ben, vous êtes comme en Beauce, puis les gens de la place, ils aiment beaucoup les pick-up, puis ils aiment quand même les autos. Donc, vous avez deux choses. Vous avez votre gros pick-up pour transporter votre boîte de chauffage. Donc, c'est le moteur F1, c'est lui qui va vous donner beaucoup de puissance, mais il n'ira pas très vite. Donc, ce n'est pas avec lui que vous allez faire de la vitesse sur l'autoroute. Puis, vous avez votre J2. Bien, ça, c'est votre petit autosport que vous avez là, qui va vous emmener à haute vitesse là, sur les autoroutes. Donc, ça vous donne un peu une idée là, de pourquoi il y a deux familles de moteurs et pourquoi on a choisi ces deux sortes de moteurs-là. Voici comment les moteurs sont répartis sur les fusées. Donc là, je ne savais pas si je vous présentais ce dessin, cette image-là avant ou après. Donc, on voit les trois lanceurs qui ont été vraiment développés pour le projet Saturne, donc pour le projet Apollo. Complètement à droite, c'est la Saturne 1. Donc, le premier étage, 8 moteurs H1, donc ça en prenait 8, des moteurs au kérosène. Puis, pour aller en orbite, on utilisait des moteurs à hydrogène liquide. Donc, c'était le RL10. Il y en avait 6. Il n'était pas très, très puissant. C'était les balbutiements là, des moteurs à hydrogène, là, hydrogène liquide, oxygène liquide. Une fois qu'ils ont maîtrisé la Saturne 1, là, il était le temps de passer à une fusée plus efficace, la fusée qui va être une des deux fusées. Il y avait deux fusées dans le programme Apollo. Là, la Saturne 1 elle-même n'a jamais transporté d'astronautes. C'est la Saturne 1B. Saturne 1B, le premier étage, c'est quand même les 8 moteurs H1 comme on a sur la Saturne 1. Sauf que là, l'étage S4, lui, ben, c'est une version améliorée où il y a un moteur J2. Donc, si vous regardez, là, le moteur J2 il est plus performant que 6 moteurs RL10. Donc, on apprend, on fait des meilleurs moteurs, puis c'est là qu'on fait
on développe nos concepts de fusée. Qu'est-ce qui est étrange? Je vais vous expliquer les numéros, les noms des étages de fusée Saturne, parce que si on s'en va à la Saturne V, il y a 3 étages. Donc, les Saturne 1 ont 2 étages, Saturne 5 a 3 étages. Saturne 5, son premier étage, c'est le S1C, 5 moteurs F1. Donc, c'est le fer de lance de la Saturne, c'est le moteur qui va la faire élever en altitude. Il y a un deuxième étage qui, quand vous êtes rendu en altitude, c'est plus rentable d'avoir des molécules plus petites. Puis c'est plus efficace dans le vide d'un moteur à hydrogène que dans l'air parce que l'air va s'opposer à la sortie du gaz. Puis ils sont moins efficaces, les moteurs à hydrogène, au niveau du sol qu'en altitude. Donc, on a 5 moteurs J2 sur le S2. Puis le troisième étage, c'est le S4B. Donc, c'est le même, le troisième étage de la Saturne 5, c'est le deuxième étage de la Saturne 1B. Donc, si vous regardez, vous cherchez à vous comprendre un côté logique. Pourquoi? La Saturne 5, le premier étage, c'est le S1, le deuxième étage, c'est le S2, puis le troisième étage, c'est le S4. C'est que quand ils ont développé la famille, les concepts, ils ont commencé à développer le concept pour les fusées Saturne, il y avait plusieurs hypothèses. Donc, il y avait l'hypothèse C1, C2, C3, C4 et C5. C1 a donné la Saturne 1, puis les étapes 3, 4 et 5, 2, 3 et 4, il y avait toutes sortes de versions à 4 étages, à 3 étages, à 2 étages. Puis ils avaient prévu, ils ont donné des noms. Donc, la version qui aurait eu 4 étages aurait eu 1, 2, 3, 4. Donc, il y avait un S3, mais le S3 n'a jamais été dessiné, il n'a jamais été conçu, il n'y a même pas de graphique, de dessin. Il n'est pas resté. Puis, ils ont donné des noms d'avance pour être sûr qu'il ne manquerait pas de nom et qu'ils mettent un nom intermédiaire. Donc, c'est pour ça que le premier étage de la Saturne 5, c'est le S1C. Le deuxième étage, c'est le S2. Puis le troisième étage, c'est le S4. Donc, on va regarder comment se présente une Saturne 5. Donc, on a la Saturne 5. On voit ici en écorché. Donc, on voit l'intérieur. Premier étage, on voit le S1C, les 5 moteurs F1. Ils ont placé l'oxygène liquide dans le bas puis le kérosène dans le haut. Donc, c'est le premier étage plus conventionnel. Le deuxième étage, on voit les 5 moteurs J2. Après ça, il y a toujours des modules, des anneaux inter-étages pour les relier. Puis on voit le troisième étage qui est le moteur, qui est le S4B, qui a un moteur J2. Puis au-dessus de ça, c'est l'ensemble du vaisseau qui va s'en aller vers la Lune. Donc, on voit le module lunaire, le module de commande. Donc, c'est notre Saturne 5. On va regarder un peu plus près séparément les étages. Donc, le premier étage de la Saturne 5, qui est donc le S1C. Je vais juste reculer, là. Je vais essayer de ne pas vous donner de mal de mer. C'est que le S1, c'était sur la Saturne 1, le S1B, la Saturne 1B, puis le Saturne 5, c'est le S1C. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une logique, le S1, S1B, S1C. Donc, le premier étage, les 5 moteurs. Le moteur central n'est pas orientable. Les 4 moteurs extérieurs sont orientables avec des cardans. C'est un moteur qui utilise, comme je vous disais, du kérosène, mais très, très, très raffiné. Donc, ils l'ont appelé le RP1 pour Rocket Propellant 1, puis c'est de l'oxygène liquide. Donc, on voit sur le petit schéma de gauche, en orange, c'est la partie dans la fusée où on trouve notre premier étage. Voici le deuxième étage. Donc, le rôle du premier étage, c'était de vous sortir de l'atmosphère. Donc, lui, là, il va monter vertical. Il ne s'inclinera pas beaucoup, puis il va vous monter jusqu'aux confins de l'atmosphère. Une fois sorti des plus grandes couches denses de l'atmosphère, il est largué, puis c'est le deuxième étage qui rentre en fonction.
Puis comme on est presque dans le vide, ben là, il n'y a plus rien qui va s'opposer à la sortie des gaz très rapides des molécules d'eau, qui va, lui, consomme de l'oxygène liquide puis de l'hydrogène liquide. Donc, lui va vous emmener à une vitesse intermédiaire. Et pour vous placer en orbite, le dernier étage, c'est le S4C. Donc, il y a un seul moteur J2. C'est un moteur avec encore hydrogène liquide, oxygène liquide. Qu'est-ce qui peut peut-être vous intéresser comme information? Si vous regardez sur les fusées, vous voyez souvent des sphères en métal. Vous en voyez ici à l'intérieur. Celle à l'intérieur s'appelle Cold Helium Sphere. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris ici, là, ces sphères-là. Donc, c'est rempli d'hélium. Il y a des pompes qui vont pomper le carburant dans le réacteur, mais il faut remplir avec quelque chose le vide qui va se créer. Donc, c'est des réservoirs d'hélium. Donc, il y en a ici. Ce n'est pas réactif, donc il n'y aura pas de danger. Puis ça va remplir l'espace à mesure que le liquide est pompé. Il y en a ici à l'extérieur, à la base, puis il y en a à l'intérieur. Donc, si vous allez aux États-Unis dans des musées, puis vous voyez un étage de Saturne V, puis vous voyez ces grosses sphères-là métalliques, ben, c'est des sphères d'hélium. Moi, la partie qui m'intéresse le plus, ben, parce que un peu ma spécialité, c'est la navigation, c'est le cerveau de la Saturne V, c'est l'anneau qui est complètement en haut, qui fait la jonction entre le vaisseau spatial et la fusée. Ça s'appelle en anglais l'Instrument Unit, l'unité d'instrumentation. C'est le cerveau de la Saturne V. Tous les contrôles sont là. La navigation inertielle est là, les gyroscopes de navigation inertielle. À droite, vous voyez le maître d'œuvre du cerveau de la fusée, c'est IBM. Il y a une petite devise, les Américains aiment ça travailler avec une petite devise qui les motive au travail. Donc, la Saturne va tant que le IU va. Donc, c'est Wernher von Braun, c'est marqué par Wernher von Braun pour remercier les gens de IBM. Il dit, moi, ma fusée, elle ne ferait rien s'il n'y avait pas un cerveau en haut. Donc, c'est le cerveau de IBM. Vous allez voir ici l'ordinateur complètement à gauche. Donc, le petit monsieur qui est ici, on voit, c'est vraiment le type nerd employé IBM. Ça l'est le fameux ordinateur de bord, le LVDC, le Launch Vehicle Data Computer. C'est l'ordinateur qui contrôlait la Saturne V, puis on le voit ici. À droite, qui on voit? Ben, on voit les employés d'IBM, puis on voit Wernher von Braun qui est vraiment fasciné. Il y avait un respect incroyable pour cette partie-là de la fusée. Lui, ben, en Allemagne, ils ont fait des V2. Il n'y avait pas d'ordinateur à bord. C'était assez primitif. De toute façon, il y avait juste une cible. Il orientait la fusée vers Londres, puis il espérait que ça allait tomber dessus. Puis il y avait seulement un gyroscope puis un peu de contrôle électromécanique. Là, ben, la Saturne V, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est le fameux ordinateur de bord. Pour guider la Saturne V, on a besoin d'un gyroscope. Le gyroscope qui va être utilisé, la centrale inertielle, c'est la ST124M. Donc, c'est la sphère que vous voyez ici. Ici, ben, j'en parle moins, mais j'en ai parlé plus dans ma conférence sur la navigation des vols Apollo. Donc, la plateforme inertielle est ici, elle est composée de 3 gyroscopes qui vont stabiliser la plateforme dans les 3 axes. Puis il y a les accéléromètres qui sont là-dessus. Puis tout est aligné sur cette plateforme-là. La porte qui est fermée ici, là, on ne le voit pas, mais quand elle est installée dans l'unité d'instrumentation, donc le gyroscope est installé ici. Donc, on voit la sphère du gyroscope. Il y a une fenêtre, puis il y a un théodolite sur la base de lancement qui va aligner le gyroscope. Donc, le gyroscope, lui, jusqu'au lancement de la fusée. Donc, quand il y a le compte à rebours, on entend le fameux le porte-parole de la NASA, Jack King, qui annonçait, qui faisait les commentaires. Puis dans le compte à rebours, à peu près vers 15 secondes, il disait la phrase « Guidance is internal ». Ça veut dire que la plateforme inertielle devenait libre. Elle n'était plus fixée par… il y avait un faisceau infrarouge d'une station
sur le pas de tir qui visait par la fenêtre, qui alignait le gyroscope. Puis on libérait le gyroscope, puis on allumait les moteurs, puis on décollait. Donc, c'était pour vous dire ça. On voit ici à quel point c'était gros. Donc, on voit l'unité d'instrumentation. Les Français auraient appelé ça la case à équipement. Donc, en français, l'unité d'instrumentation, en français, ce serait la case à équipement. Tous les contrôles électroniques sont ici. Si vous regardez, il y a un monsieur avec un télescope qui est complètement à gauche. Vous dites, ben, pourquoi il y a un télescope là? Ça, c'est pour calibrer le. On devine ici le gyroscope. Ça, ça simule le théodolite qui envoie le faisceau infrarouge. Là, ma souris a disparu. J'espère que vous voyez ma souris. Ça envoie le faisceau infrarouge dans la fusée Saturne, ici, dans la case équipement, dans la plateforme inertielle pour l'aligner. Donc, au sol, ils font des tests pour voir si tout fonctionne bien. Donc, lui est en train de vérifier la plateforme inertielle, la plateforme la plus importante. Il y a des coordonnées sur la fusée, X, Y, Z. Donc, on voit ici plus Z. Puis ici, c'était plus Y. C'est là qu'il y avait le côté sud de la fusée. Plus Z, ça, c'est le côté Est. Il lançait la fusée vers l'Est. Ça, c'est le côté moins Y, c'est le côté où on avait la tour de lancement. Puis ça, ici, c'est vers ce côté-là, le côté moins Z. Ça s'en va vers la salle de contrôle. Donc, puis plus X, c'est vers le haut. Donc, on vise vers le haut. Pour envoyer nos gens sur la Lune, ben, ça ne prend pas juste une fusée, ça prend des infrastructures qu'il faut construire. Donc, on voit ici dans la revue Life un dessin d'artiste qui nous montrait le système, le pas de tir, l'ensemble qu'ils vont construire en Floride, au Cap Canaveral. Il y avait, si vous voyez, il y a 3 pas de tir. En réalité, il y en avait prévu 3 et même 4, mais il en a construit 2. Donc, celui qui est le plus en ligne avec le bâtiment où il assemblait la fusée, là, ici, c'est le 39A. Lui, c'est le 39B. Puis lui, c'est le 39C. Donc, C n'a jamais été construit. Donc, ils ont construit A et B. Et il y a seulement Apollo 10 qui a utilisé 39B. Tous les autres Apollo ont utilisé le 39A. Pourquoi Apollo 10 a utilisé le 39B? C'est parce que c'est lui qui précédait Apollo 11, donc le fameux débarquement lunaire. Donc, on a pris plus de temps pour préparer le A, puis on a envoyé Apollo 10 à partir du B. Pour fabriquer notre fusée, on a besoin de grosses usines. Ça, c'est une des usines qui s'appelle Michoud. C'est en Louisiane. C'est une usine qui a été construite pendant la Deuxième Guerre mondiale pour l'effort de guerre. Ils fabriquaient des avions là-dedans. Peu utilisée entre les années 50 et début des années 60. Puis quand le projet Apollo a commencé, ils ont décidé d'utiliser cette immense usine-là pour fabriquer les premiers étages des fusées Saturne V. Donc, pourquoi Michoud? C'est un Français qui avait acheté ces terres-là, probablement à l'époque coloniale, avant que les Américains achètent la Louisiane. Puis, c'est en l'honneur du nom de le propriétaire qui avait ces terres-là, un Français, M. Michoud, qui ont appelé ça Michoud. Donc, aucun rapport avec la campagne de l'ancien premier ministre Charest. C'est une petite blague. Mais on voit l'intérieur ici de l'usine de fabrication. Donc, c'est un S1C, donc premier étage d'une Saturne V. On voit nos 5 moteurs F1. Puis c'est sur la ligne d'assemblage. Les cônes ne sont pas là. Les cônes aérodynamiques, on les voit ici qui sont en fabrication. Là. Donc, ça, c'est l'usine de fabrication. On fabrique des fusées, on fabrique des moteurs. Il faut tester des moteurs. Donc, au Mississippi, on a construit un ensemble gigantesque de dispositifs pour tester les moteurs. C'est coulé dans le béton. On mettait des étages complets là-dedans de fusée. On faisait partir ça. Il fallait que ça soit assez solide pour pas que la fusée décolle. Puis il mesurait, il faisait fonctionner les moteurs durant le temps qu'ils devaient fonctionner, puis même plus pour les qualifier. Puis on voit ici, là, ça, c'est le moteur, c'est le deuxième étage, donc c'est le S2. On voit seulement 2, mais il y avait 5 moteurs J2, puis ils sont en train de l'installer sur le poste d'essai.
On fait les installations, il faut les présenter à ceux qui payent, donc le peuple qui est représenté par les politiciens. Donc, on voit la visite ici du président Kennedy au Centre spatial Kennedy en Floride. Ben, ça ne s'appelait pas encore comme ça. Ils ont dit ben, on pourrait appeler le centre à votre nom. Il a dit non, non, ça ne m'intéresse pas, peut-être plus tard. C'est une petite blague, là, mais c'est ça, c'était le Cap Canaveral que ça s'appelait. Qui on voit ici à gauche, James Webb, qui a donné son nom au télescope. C'est voyons, j'ai un blanc de mémoire. Lui, c'est Johnson, le vice-président. C'est celui qui a remplacé Kennedy quand Kennedy s'est fait assassiner. Lui, c'est un grand collaborateur à Werner von Braun, c'est Kurt Debus. C'était un nazi notoire du développement des V2. Lui était probablement plus adepte du nazisme que von Braun. C'est lui qui était en charge du centre spatial de Cap Canaveral. On a Kennedy. Puis on a McNamara ici, là, le ministre son secrétaire à la Défense. Puis à droite ici, on voit encore James Webb, puis on voit ici Kennedy. Donc, les deux. On voit une maquette. Il avait présenté à Kennedy des maquettes. Donc, on voit la maquette du pas de tir. Donc, la fusée Saturne V, la base de lancement, puis la tour. Encore dans la même réunion, on voit des périscopes ici parce que vu que le centre n'est pas encore construit, il est dans le bunker qui observe les lancements des Saturne 1. Ça, ici, c'est un des administrateurs de la NASA, dont j'oublie le nom. Puis on a encore les dignitaires qui sont ici. Là, on voit Von Braun. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le fameux édifice à partir duquel on va assembler les fusées. On a la tour ici. Oups, excusez-moi. On a la tour qui va aider au service quand la fusée va être en place. Voici en gros à quoi ça ressemble. Donc, le pas de tir. Il y a un véhicule, il y a un gros édifice VAB qui va, le Vertical Assembly Building, donc l'édifice de construction verticale. C'est lui qui va monter les modules, les éléments de la fusée en la verticale. Un petit peu de biais ici qu'on voit moins, c'est la salle de tir, donc la salle de contrôle de lancement. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a des garages, pas des garages, il y a des stationnements pour les tours parce qu'il y a plusieurs tours. Ici, il y a des pleins d'explosifs parce que tous les éléments de fusée, quand ils se séparent, c'est des systèmes pyrotechniques, donc des boulons explosifs qui séparent les étages. Donc, on voit ça ici. Donc, la fusée est assemblée. On voit moins bien sur la photo, mais ici, ça, c'est comme une voie d'eau. Donc, il y a des navires qui amènent les étages ici. Ils sont débarqués. Ils sont embarqués par la première partie d'assemblage. Ils sont élevés, mis à la verticale. Ils sont entrés dans l'édifice d'assemblage. Puis après ça, ils sortent avec le transporteur, puis ils vont aller se rendre à leur pas de tir qui est ici. Il y a 5 km entre le pas de tir puis le complexe qui est ici d'assemblage. Voici en construction un des pas de tir. Donc, c'est le LC39. Donc, c'est l'ensemble 39. Je ne sais pas si c'est le A ou le B. Ils sont en train de faire du terrassement, puis ils sont en train de construire là, tous les. Ici, c'est la tranchée dans laquelle les gaz d'échappement vont s'éloigner de chaque côté. Donc, ils sont en construction. Donc, comme je vous disais tantôt, à quoi ça ressemble? On a le poste, l'édifice d'assemblage. La fusée va s'en aller avec un transporteur. Ici, il y a un stationnement pour la tour de service. On va vous la montrer tantôt. On tourne ici, puis on monte la fusée sur le piédestal, puis c'est ici qu'il va y avoir le pas de tir. Il va falloir la remplir. Comme je vous ai dit, une fusée, c'est beaucoup plus du carburant que de la tôle puis d'autres objets. Donc, on a le réservoir d'hydrogène liquide. En bas, c'est du côté de l'océan, puis en haut, ici, c'est du côté de la Terre. Donc, l'oxygène liquide, si l'oxygène liquide, il y a une fuite, de l'oxygène dans l'oxygène, c'est moins grave. Ça va faire quelque chose, mais pas une grosse explosion. Donc, ils l'ont mis proche. Puis très, très loin du côté de l'océan, c'est l'hydrogène liquide qui est ici. Donc, il y a plein de dispositifs qu'ils utilisent pour lancer la fusée. Puis, je vous ai parlé tantôt de la plateforme inertielle avec le gyroscope. Dans la petite hutte qui est ici, là, c'est plutôt un bunker. Là, il appelle ça une hutte. C'est le fameux théodolite qui envoie un faisceau infrarouge
à l'intérieur, par un hublot à l'intérieur de la fusée qui va tenir aligné le gyroscope qui va permettre de lancer la fusée dans la bonne direction. Donc, voici un écorché du VAB. Donc, c'est immense. Donc, les modules rentrent ici par la partie qui appelle l'OB, donc la zone basse. Puis ici, le high B, c'est la zone haute. Donc, les modules sont préassemblés. Il y a des convoyeurs qui les amènent. Ils sont montés dans un plus gros convoyeur qui va les monter sur la fusée elle-même. Aussi étrange, aussi mégalomane que ça puisse paraître, ils pouvaient assembler 4 Saturne V en même temps. Ce n'est pas une blague, là, 4. Ils pouvaient en faire 4. Donc, le gigantisme américain. On voit ici en construction le VAB, donc la partie haute et la partie basse. Tantôt, je vais vous introduire à cet édifice-là. C'est la salle de contrôle de tir. Ce n'est pas une salle de contrôle, il y en a 4. La 1, la 2, la 3, puis la 4. Donc, ils pouvaient même lancer probablement 2, au moins, ils pouvaient lancer 2 fusées en même temps sûr. Il y avait 4 salles de contrôle. Il y en avait seulement une d'utiliser à la fois. C'est gigantesque. Il n'y a pas à dire. Vous voyez, ça, c'est les stationnements. C'est les autos. Imaginez comment c'est grand. Donc, la construction du VAB ici avec les tours. Donc là, je regarde l'heure, ça va bien. Donc, on voit les tours, c'est des photos d'époque. Donc, on voit ici dans le stationnement les tours de lancement. Il y en a au moins 2. Il y a un transporteur qui va aller en dessous de ça, puis avec des vérins hydrauliques, il va remonter, puis il va ramasser une tour, il va l'emmener dans l'édifice, puis il va le sortir, puis il va s'en aller pour préparer les fusées. Là, maintenant, on va regarder l'édifice qui est ici, la salle de contrôle, donc le centre de commandement de tir, le LCC. Vous allez voir des choses intéressantes. C'est ça il y a tellement d'informations aujourd'hui. On voit les dispositifs qu'ils ont construits, qui ont abandonné par après. Donc, l'architecte qui a conçu l'édifice, il y a eu un prix d'architecture pour ça. Si ça peut vous donner une idée, c'est l'époque où ils ont construit le campus à l'Université Laval. 63, 64, c'est les années où ils ont construit le pavillon Vachon. Si vous regardez ici, là, puis vous regardez le pavillon Vachon, l'Université Laval, là, ça se ressemble pas mal. Donc, c'est le look architecture années 60. On voit ici à l'intérieur de la maquette d'architecte, il y a 4 salles de tir. 1, 2, 3, 4. Donc, je pense que les Américains se préparaient à envahir la Lune. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Voyez-vous les volets qui sont ici? C'est des volets en acier. Ces volets-là, si la fusée explosait, elle est à 5 km. 5 km, là, ça prend 3 secondes au son à parcourir 1 km. Donc, ça prend 15 secondes avant que l'onde de choc frappe ici. Donc, si la fusée explosait, il y avait 15 secondes pour fermer les volets, pour protéger les gens qui étaient dans la salle de tir. Ils ont abandonné ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'en avaient pas besoin. Puis, vous allez pouvoir comprendre un peu pourquoi. Donc, vue en profil de la salle de tir, donc, vous voyez les fenêtres inclinées, c'est pour que les gens à l'intérieur voient la fusée décoller. C'est pour ça que les fenêtres sont inclinées. Vous voyez l'inclinaison qu'il y a ici. Les hauts dignitaires, donc Von Braun et compagnie, sont ici. Puis plus vous êtes bas dans la hiérarchie, plus vous êtes bas ici. Puis les employés des fabricants, comme les techniciens de IBM, les techniciens de Rockwell, eux autres, ils ne voient rien. Ils sont ici en bas, ils regardent en avant. Ça, c'est les ordinateurs. Il y a une salle avec des projecteurs pour projeter. Puis ceux qui voient, c'est les décideurs. Puis ils voient en arrière de tout le monde qui sont en train d'opérer. Ça, c'est le dispositif. Imaginez la quantité de personnes que ça prenait. C'était très peu informé. Il y avait beaucoup d'ordinateurs, mais pas encore comme aujourd'hui. Donc, on voit un peu, là, puis on pourrait trouver sur Internet les positions de chaque personne ici, c'était quoi leur fonction. À quoi ça ressemblait? Ça ressemblait à ça. Donc, la fusée est en arrière de vous, elle va décoller. Les très hauts gradés sont les pas gradés pour militaires, mais les gens les hauts dans la hiérarchie sont ici. Puis plus vous descendez, plus vous avez un emploi. Là. Vous voyez les techniciens de Rockwell avec le logo de Rockwell, les techniciens de IBM, d'autres fournisseurs, eux autres ils vérifient chacun de leurs composantes. Donc, c'est à quoi ça ressemblait. Là, je vous ai dit qu'il fallait transporter la fusée. Donc, voici le fameux transporteur. Donc, il y en a un.
On voit, c'est une compagnie minière qui fabriquait de l'équipement, là, des pelles mécaniques, puis de l'équipement minier. Donc, c'est juste ça, ça serait la plus grosse grue au monde. Imaginez-vous, il y en avait 4. Puis c'était sur une plateforme immense qui avait 27 mètres de long, puis 27 mètres de large. Donc, ça veut dire à peu près un tiers d'un terrain de football. C'était assez grand. On voit la première sortie du transporteur ici avec 3 détours de lancement. Donc, les premiers tests qu'ils ont faits, c'est au mois d'avril 1966. Donc, on voit ici à quel point c'était gros. Là, le transporteur est en train de transporter la tour de service. Qu'est-ce qu'on transporte jusqu'au pas de tir? On transporte la base, la tour de lancement, puis la fusée. Puis pour communiquer avec la fusée, bien, il y a des bras. Puis les bras, ne sont pas n'importe où, sont entre les étages. Donc, il y a des bras entre le premier étage puis le deuxième. Il y a des bras entre le deuxième puis le troisième. Ici, il y a un bras parce qu'en bas, c'est le réservoir d'oxygène, de kérosène, puis en haut, c'est le réservoir d'oxygène liquide. Donc, les 2 réservoirs ici sont vraiment séparés, puis il y avait un bras pour aller servir là, des dispositifs. Comment la fusée tient là-dessus? Elle tient sur 4 crochets. Donc, les 4 crochets sont ici, puis il y a 3 bras de service qui vont s'accrocher après la fusée pour relier des dispositifs de mesure sur les moteurs. Donc, ça, c'est la base de lancement. Ça, c'est les crochets. Donc, en bas à droite, il y a les crochets. Les crochets sont ici au nombre de 4. Puis, ce que vous voyez ici, là, certains sites Internet ou vidéos YouTube, ils vont vous présenter ça comme les crochets qui tiennent la fusée. Ce n'est pas les crochets qui tiennent la fusée, c'est les bras de service. Je vais réapparaître ma souris. Ces bras-là, il y en a 3, 1, 2 et 3. Puis, c'est eux autres qui vont connecter des servitudes pour les moteurs. Donc, si on regarde à la base, en vert, c'est les crochets. Donc, qui allument les moteurs, la poussée augmente, ça pousse, la fusée, elle voudrait partir, mais elle ne veut pas. Elle est accrochée avec ces 4 crochets-là. Puis quand on est prêt, les crochets débarquent, se décrochent, puis la fusée monte. Puis les bras de liaison, eux autres, ils décrochent aussi en même temps. Donc, c'est pour vous montrer. Voici la fameuse tour de service. Donc, on a la tour de lancement, on a la fusée, puis on a la tour de service. Donc, c'est là que les gens là, vont préparer la fusée. Là. Elle a été préparée, elle a été assemblée, mais il y a beaucoup de préparatifs à faire avant le lancement, des vérifications, puis tout ça. Puis, on va enlever la tour de service juste avant le lancement. Qu'est-ce qu'on a besoin? Bien, on n'a pas besoin seulement on a besoin plus que d'un site de lancement. On a besoin de suivre notre fusée quand elle s'en va en orbite. Donc, il y a tout un centre de contrôle. Ce centre de contrôle-là est contrôlé à partir de Houston, que je vous ai présenté tantôt. Puis, il y a plein de centres de poursuite qui sont sur des îles, qui sont sur des bateaux, puis qui n'est pas marqué ici, mais qui sont sur des avions. Donc, il y a toute une infrastructure qui entoure la Terre. Comme on transporte des humains, il y avait une directive, il devait toujours avoir un contact avec la fusée. Il n'y avait même pas 5 secondes, même pas une seconde où on perd le contact. Il fallait toujours pouvoir leur parler. Ce n'était pas toujours des communications à haut débit, donc ça prenait soit les bateaux ou soit les îles, mais il y avait des avions aussi qui suivaient la fusée pour couvrir les trous. Le centre de contrôle qui est ici, le MCC, là, le fameux Houston, donc c'est le centre de contrôle qui a été fait aussi dans les années 60. On voit les bâtiments. Puis la fameuse salle que tout le monde a vue, c'est la salle qui est ici. C'est là que les contrôleurs guidaient la fusée. Le contrôle se fait à partir du centre spatial de Cap Canaveral jusqu'à temps que le bas de la fusée ait libéré la tour. Une fois que la fusée a libéré la tour, instantanément, le contrôle se prend à partir d'Houston. Quand ils disent Clear the Tower, c'est eux autres ici à Houston qui prennent le contrôle. Voici la fameuse salle. Donc, il y avait des écrans en arrière qu'on ne voyait pas. Bien, il y a des projecteurs qui projetaient. Ce n'était pas des écrans cristaux liquides comme aujourd'hui, des écrans 4K. C'était fait avec des projecteurs. On a les différents pupitres. Puis les contrôleurs étaient ici, là, les fameux contrôleurs de vol. Puis il y avait une vitrine, puis les VIP étaient dans la petite pièce ici, là, un peu comme un cinéma. Voici une vue aérienne. Donc, la fameuse salle de contrôle, elle est ici.
Donc, c'est de là qu'ont été contrôlés là, les vols Apollo. On voit ici, dans la salle de contrôle, le premier, le mythique contrôleur de la NASA, Chris Kraft. C'est lui qui a inventé le concept de contrôleur de vols spatiaux, le grand patron des contrôleurs. Ici, c'est Glenn Loney. Lui, c'était un associé d'un autre. Là, il y avait deux très bons contrôleurs aériens, contrôleurs spatiaux. Il y avait Glenn Loney. Puis l'autre que vous allez voir, il va sûrement vous dire quelque chose. C'est Kranz. Donc, c'est lui qu'on voit dans les films. Là. Souvent, ben, ils vont faire disparaître ses assistants. Puis ils vont, dans les films comme Apollo 13, qui a été fait dans les années 90, on voit juste lui. Là, c'est comme s'il était 24 heures dans la salle de contrôle. C'est Hollywood. Donc, le contrôle a besoin de suivre la fusée. On a besoin de stations de poursuite. À quoi ça ressemble une station de poursuite? C'est une station du réseau, le Man Space Flight Network, donc le réseau des vols habités. Il y a des stations terrestres, donc c'est ces antennes-là, des antennes paraboliques qui vont suivre la fusée. Donc, surtout le quatrième étage, troisième étage qui est en orbite, le S4C. Là, ben, je vous ai dit que les îles, ben, ce n'était pas suffisant. On avait besoin des avions. Donc, ils ont pris des Boeing 737. Ils ont rajouté un radome en avant avec un immense radar avec des antennes pour pouvoir communiquer avec les vols Apollo. Donc, il y en avait 8 avions comme ça pour couvrir partout. Petit fait cocasse, si vous regardez cette figure-là, -là, ce n'était pas un code QR pour le passeport vaccinal. C'était les fameuses cibles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Quand vous voulez tester des objectifs d'appareil photo, vous voulez tester des télescopes, ça s'appelle une cible de résolution. Ça a été développé par l'armée de l'air américaine. Puis pour tester des télescopes et tout ça. Ils en ont mis une sur un avion. Ils faisaient voler l'avion à 10 km pour tester les résolutions des télescopes. Donc, les petites lignes ici là, étaient de plus en plus rapprochées. Puis quand vous les voyez floues, ben, c'est la résolution optique du télescope. Donc, ici, on voit l'avion de poursuite. Il y avait des bateaux aussi. Donc, ça, c'est un des bateaux de surveillance. C'est des vieux pétroliers de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous regardez ici, là, c'est ces rafiaux-là. Ils ont coupé l'avant puis l'arrière. Ils ont construit un milieu. Donc, ils ont enlevé le centre, ils ont construit un milieu, puis ils ont mis des antennes. Donc, c'est des navires, il y en avait 5. Lui, c'est Vanguard. Vanguard, il était en une position spéciale, il était au large de la Floride. C'était le premier bateau là, qui était en poste. Aujourd'hui, il y a des radomes par-dessus les antennes. À l'époque, on ne le savait pas. L'eau salée, en tout cas, on était pressé, puis on s'est rendu compte plus tard qu'il fallait mettre des radomes. Donc, à l'époque des années 60, il n'y avait pas encore de radomes. Voici une vue aérienne du pas de tir à l'époque des navettes, donc un petit peu plus tard, mais ça nous donne une bonne idée. Donc, il y a notre 5 km, le pas 39A, 39B. Donc, il me reste une petite demi-heure, donc c'est parfait. Donc, la fusée est assemblée, le véhicule transporteur s'en va ici. Il y avait la tour de service, c'était le stationnement de la tour de service. Donc, si vous prenez le L39B ou le L39A, vous choisissez l'aiguillage qui est ici. Puis après ça, le transporteur vient chercher la tour de service puis vient la porter à la fusée. Là, maintenant, ben, je vais avoir un petit spécial à vous présenter parce que ce ne sera pas seulement un PowerPoint avec des photos. J'ai fait une application, j'ai programmé une application pour suivre les satellites. Puis, j'ai un petit spécial pour vous. On va suivre en simulation Apollo 11. Donc, il y a un lancement. Donc, le lancement, c'est bon. Ça s'est appelé Centre spatial Kennedy à partir de 1963, après le décès de John F. Kennedy. C'est le lancement de la fusée, c'est ici. Il y a différentes directions de lancement. Si vous lancez plein est, vous lancez à 90 degrés, voici la trajectoire que vous allez faire. Donc, votre bateau Vanguard que je vous ai montré tantôt, il est ici. Donc, quand vous décollez, ben, vous êtes suivi par les radars, les antennes paraboliques du Centre spatial Kennedy. Tous les vols Apollo,
si je ne me trompe pas, mais la très grande majorité, sinon, ont été tirés un petit peu vers le nord, nord-est, à 72 degrés d'azimut et non pas à 90. Ils tiraient un petit peu plus haut. Vous allez voir pourquoi dans la simulation. La simulation que j'ai faite permet de comprendre. En tout cas, j'ai compris plein de choses avec ça. Vous passez aux Bermudes. Donc, ça, c'est la couverture de la station des Bermudes. Vous tombez dans la zone du navire. Puis après ça, ben, il y avait des avions qui étaient ici, qu'on ne mettait pas. Puis il y avait des stations de poursuite qui étaient en Afrique. Donc, ça vous donne un peu une idée de tout ce que ça prenait pour lancer une fusée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en tout cas un lancement. Donc, pour faire un lancement, ben, il faut sortir la fusée du hall d'assemblage. Donc, ça fait vraiment années 60. Donc, on voit ici Apollo 11, donc la Saturne V d'Apollo 11 qui sort du VAB. Regardez comment c'était gigantesque. Pour vous donner une idée, la hauteur de la Saturne V, jusqu'en haut de la tour d'évacuation, c'est 110 mètres. Il y avait quelque chose à Québec qui ont démoli cette année la tour d'antenne de Télé 4 sur la rue Mirand. Exactement la même hauteur que la Saturne V. Pareil. Donc, imaginez-vous là, que si vous étiez à Sainte-Foy sur la rue Mirand, à côté de l'Université Laval, vous voyez la tour, bien, vous pourriez la rentrer dans cet édifice-là, puis la tour est en plus sur une plateforme. Donc, imaginez-vous la grosseur du VAB. Ils ont mis de la ventilation parce qu'il y avait de la condensation à l'intérieur, puis s'il pleuvait. Vous voyez l'hélicoptère des années 60, là, ceux de ma génération qui se rappellent de l'émission Skippy, le kangourou, là, les enfants du garde de chasse australien, là, puis les jeunes, ils suivaient leur cours par radio à distance. Ben, c'est les hélicoptères qu'on voyait dans le générique de fin. Là. Puis on voit les véhicules des années 60. Donc, ça, c'est le centre de contrôle de lancement. Donc, la fusée est en train de sortir. On a une vue aérienne. C'était vraiment impressionnant. J'avais 10 ans, là, donc j'étais chez moi et je regardais ça sur une télé en noir et blanc, mais imaginez-vous ceux sur place qui ont vu ça là, à l'époque. Puis on voit le centre de tir. Il n'y avait pas les volets anti-explosion. Puis pour une bonne raison, c'est que les estrades VIP étaient juste à côté du stationnement. Donc, si eux autres se seraient pas très protégés, ben, les chefs d'État qui ont assisté au décollage, ça avait explosé, ils auraient tous été tués. Mais ils ont fait des calculs et se sont rendus compte qu'il n'y avait pas besoin de volets anti-explosion. Donc, il y a le lancement de notre fusée. Donc, je n'irai pas en détail sur le lancement, mais quand on lance, les moteurs s'allument, mais les moteurs ne s'allument pas en même temps. Il y a une séquence d'allumage. Donc, comme sur Internet, il y a tellement d'informations. J'ai trouvé sur un dossier de presse de la NASA, sur des sites historiques de la NASA eux autres mêmes, voici une analyse, un rapport d'analyse d'Apollo 8. Le premier moteur qui allume, c'est le moteur numéro 5, c'est le moteur central. Donc, à 3 secondes avant le zéro du compte à rebours, là, il fait son compte à rebours, là, 5, 4, 3. Nous allons à l'allumage des moteurs. Donc là, le moteur numéro 5 commence à s'allumer, la poussée commence à monter. Après ça, il allume 2 moteurs. Le moteur 1 et le moteur 3. 1 et 3, toujours des moteurs opposés, il les allume. Là, il y a 3 moteurs d'allumés. La puissance est en train de monter. Entre 2,25 secondes, il allume les 2 autres moteurs qui restent, le moteur 4 et le moteur 2. La poussée s'établit, la puissance monte. Puis là, les ordinateurs détectent à 1 seconde avant le lancement si la puissance est correcte, on est prêt pour le lancement. Puis à 1 seconde, on lâche les crochets puis la fusée décolle. Qu'est-ce que ça donne le décollage? Bien, on part de 0. La fusée monte. Donc là, il y a différentes étapes de décollage. Ici, c'est en kilomètres. Donc, on a ici, on va suivre jusqu'à 2500 km le détachement du dernier étage. L'arrêt du dernier étage parce que l'étage S4, il va rester. Donc, c'est pour vous donner une idée là, de la trajectoire. Puis on est en vol balistique. Puis lui, quand il s'allume, on est en orbite. Là. Le rôle du 3e étage, c'est de se mettre en orbite. Le prochain graphique qui est intéressant, c'est l'accélération que les astronautes subissent.
Donc, vous allez voir qu'il y a une petite inexactitude dans le film Apollo 13. Donc, j'espère que vous voyez ma souris. Juste avant de décoller, là, il lâche les crochets à 0 seconde. Là, ça, c'est 1G. Donc, si les moteurs ne sont pas allumés, là, l'astronaute, si vous ressentez 1G là, qui vous couche dans votre, qui vous descend dans votre couchette. Les moteurs allument, en tout cas, il doit y avoir un petit mouvement parce qu'il part un petit peu plus qu'un G. L'accélération, ça accélère, ça pousse, ça pousse jusqu'à à peu près 3G, 3G et demi. Il y a une petite baisse de régime, il réajuste, il remonte le régime, puis après ça, il coupe le moteur. En coupant le moteur, on ne sent aucune gravité, on tombe à 0 G. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est qu'il n'y a pas de G négatif. Donc, quand le moteur du premier étage arrête, votre figure ne va pas défoncer le casque en vitre comme on voit dans le film Apollo 13. C'est quoi l'effet? C'est que quand il y a 4G de poussée, vos muscles, vous les poussez par en avant pour combattre l'accélération. Puis quand ça tombe à 0, ben, c'est vos muscles qui vous tirent sur la vitre. Ce n'est pas l'accélération négative qui vous pousse à l'autre bout. Là, après ça, on rallume le moteur, les 5 moteurs J2 du deuxième étage. Donc, la poussée, l'accélération augmente. Puis là, ben, il y a toujours une phase de variation de poussée pour ajuster. C'est une phase d'ajustement. La séparation entre le deuxième et le troisième étage. Puis là, ben, ici, c'est la dernière partie. Quand est-ce que la fusée Saturne V termine son travail? C'est quand elle va pousser le vaisseau vers la Lune. On appelle ça l'injection translunaire. L'injection translunaire, c'est que ça se produit ici. On a je regarde le temps, je suis dans les temps. On a le troisième étage, donc le S4B. On a le module lunaire qui est ici dans le dispositif là, de protection. On a le module de service puis le module de commande. Il y a un endroit très précis où on va réallumer le moteur du S4B pour s'en aller vers la Lune. Cette opération s'appelle l'injection en orbite translunaire. En anglais, c'est TLI. Donc, quand ils disent We're go for TLI, c'est Translunar Injection. Les premiers humains qui ont quitté l'influence de la Terre, qui ont quitté l'orbite de la Terre, c'est l'Apollo 8, donc Borman, Lovell et Anders. Puis c'était Michael Collins qui était le communicateur à Houston pour parler avec eux autres, parce que c'est toujours un astronaute qui parle à un astronaute. Puis il dit, vous êtes prêts pour TLI, allez-y. Puis ils ont allumé le moteur, puis ils sont partis. Eh bien, cet événement-là a été capturé pour la postérité en Floride. Eux autres, ils avaient fait l'injection au-dessus de la Floride. Il y avait un technicien de la NASA qui avait une caméra spéciale, c'est une espèce de caméra Schmitt pour photographier les satellites à l'époque. Elle s'appelait une caméra Baker-Nunn. C'est deux scientifiques, deux ingénieurs qui ont inventé cette caméra-là. Puis si vous voyez en haut, c'est la photo qui a prise de l'allumage du troisième étage de la Saturne V d'Apollo 8 qui envoyait pour la première fois des hommes à l'extérieur de l'influence de l'orbite de la Terre. Donc, c'est quelque chose de très important. Quand vous êtes parti, vous êtes en injection en orbite lunaire. Donc là, il faut que vous vous débarrassiez de l'étage qui vous a emmené jusque-là. Il y a les pétales qui se séparent du module lunaire. Le module de commande va faire un 180 degrés, puis il va venir chercher ici le module lunaire. Quand ils ont fait Apollo 8, le module lunaire n'était pas prêt. Ils ont mis une espèce d'anneau ici en béton qui simulait la masse et le moment d'inertie du module lunaire pour que, pour la fusée Saturne V, ce morceau-là se compare exactement comme un module lunaire. Donc, c'est ici que la Saturne V termine son travail. Donc, ce que je vais vous faire comme simulation tantôt, là, ben, on va se rendre un petit peu avant ça, on va se rendre à l'injection translunaire. Un portrait de famille des lancements des Saturne V. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a eu 13 lancements de Saturne V et tous ont réussi. La Saturne V n'a jamais connu aucun échec. Il y a eu 2 lancements à vide
sans astronautes. Apollo 4, en 1967, le premier lancement d'une Saturne V, et Apollo 6. Apollo 4, c'est relativement bien passé. Apollo 6, ce n'est pas bien passé. Il y a eu un problème de résonance. Le système de contrôle qui ajustait la poussée s'est mis à résonner avec les vibrations de la fusée. Puis, il y a eu un effet de vibration énorme qui s'est appelé un effet pogo, parce que dans les années 60, donc toujours ma génération, il y avait un jouet qui était un bâton pogo. C'était une espèce de bâton avec un marchepied, puis il y avait un ressort à l'intérieur, puis on montait là-dessus, puis on faisait comme des kangourous. Donc, l'effet désagréable de vibration de la fusée, ils ont appelé ça l'effet pogo à cause de ce bâton-là, le pogo stick. Puis s'il y avait eu des astronautes à bord, il aurait été malmené, là. Ça a été difficile. Il y a des canalisations qui sont rupturées à cause de ça. Ils ont fait des corrections. Puis il aurait dû faire un autre vol à vide, mais quand ils ont fait Apollo 8, ils étaient confiants que les corrections qu'ils ont faites allaient être bonnes. Puis le premier vol, le troisième vol de la Saturne V, c'était le premier vol habité. Tous les autres vols ont été habités, sauf le dernier qui a lancé la station Skylab, donc en 1973. Ceci met fin à la première partie et donc je vais vous arriver avec la simulation. Donc là, si tout va bien, vous devriez voir un globe terrestre. Donc là, j'espère que vous le voyez. En tout cas, ça se peut, Oui, j'entends. on le voit. Ah, parfait. OK, c'est beau. Donc, ça, c'est un logiciel que j'ai fait pour suivre mes satellites de radio amateurs. Donc, pour vous donner une idée, Apollo 11, la station internationale, attendez une minute. Bon, ça, c'est présentement, on va faire apparaître la station internationale avec son cercle de visibilité. Présentement, la station internationale est au large du Japon. Ça, c'est la partie éclairée. Ça, c'est la pénombre. Donc là, présentement, cette partie-là, c'est une partie qui est sombre. C'est moi qui l'ai programmé avec des matrices de rotation. Donc, j'aurais pu utiliser un langage spécialisé là, comme OpenGL ou d'autres langages. Mais je suis parti de matrices, puis j'ai simulé un 3D avec des matrices de rotation, puis ça m'a donné mon globe terrestre. Nous, présentement, on n'est pas à Cap Canaveral, on est ici. Mais on est du côté de la pénombre. Ah, oui, c'est vrai. C'est parce que là, je vous mets en 1960. On est en 1969. C'est à l'époque du lancement d'Apollo. Donc, ça, c'était juste pour vous présenter mon logiciel. Qu'est-ce qu'il fait? On va revenir à Apollo 11. On va revenir à l'époque du lancement. On va effacer notre satellite, puis on va effacer son cercle de visibilité. Ça, c'est le centre Kennedy. Donc, on va se mettre à la position de l'observateur. Je peux zoomer dessus. Plus. Bon, il ne faut pas que je me mélange. Donc, le centre Kennedy est ici. La ligne que vous voyez, vous allez voir, c'est le plan orbital de Apollo 11. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? On va se mettre en mode libre. Là, on est dans l'avant-midi, le matin du lancement d'Apollo 11. On est le 16 juillet 1979 à 13h45, temps universel. Je vais me mettre en mode libre, puis je vais tourner mon globe terrestre. Donc, je tourne le globe terrestre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Soleil. C'est pas le Soleil, c'est le point subzénital du Soleil. Si vous êtes à cet endroit-là, le 16 juillet 1969 à 13h46, temps universel, vous voyez le Soleil au-dessus de votre tête. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la Lune aussi. Donc, ça, c'est le point sublunaire. Donc, c'est le point subzénital de la Lune. Mais il y a une petite particularité que j'ai faite. Comme c'est moi qui l'ai programmé, je peux tricher. Ce n'est pas la Lune en même temps que le Soleil, c'est la Lune dans 3 jours et demi. Pourquoi 3 jours et demi? Parce que nous, on veut lancer notre fusée, puis elle va arriver sur la Lune dans 3 jours et demi. Donc là, la Lune n'est pas là. Elle est ici présentement à 13h45, mais dans 3 jours et demi, la Lune va être ici. Donc ça, c'est notre cible.
Ce plan-là, c'est le plan qui contient la Lune. Donc, si vous lancez une fusée n'importe où ici présentement, dans ce plan orbital-là, puis vous en allez assez loin, vous allez frapper la Lune. C'est le plan de la Lune. Puis nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'allumer le moteur quand on est en dessous de la Lune, c'est d'allumer le moteur à l'antipode de ce point-là. Le point d'antipode, il va être ici. Donc là, je vais tourner. Je ne tourne pas trop vite. Ça, c'est le point d'antipode. Ce point-là se promène avec la Lune. Donc là, si je recule dans le temps, voyez-vous, ma Lune se déplace. Là, je suis rendu le 16 juillet à 13h07, 13h, 12h53. Ce plan-là va se déplacer. Voici comment ça fonctionne, la fenêtre de tir d'une fusée. Donc, je suis en mode libre. On s'en va au Centre spatial Kennedy. Donc, on s'en va à notre observateur. On est ici. Je fais un zoom. Ça, c'est le plan d'orbital. Puis votre fusée est ici. Présentement, à 12h27, ce n'est pas le temps de lancer votre fusée. Vous allez être à côté du plan de l'orbite. Donc, vous allez attendre que le plan de l'orbite arrive sur vous. Puis là, vous allez pouvoir lancer votre fusée. Donc, je dézoome un petit peu. Donc, ça, c'est le fameux point, l'antipode du point sublunaire. Donc, où est notre fusée ici? Là, vous allez dire, mais comment il a fait pour mettre l'orbite d'Apollo 11 avec tous les éléments orbitaux, inclinaison, excentricité, nœud ascendant? Evans Above, je ne sais pas si vous connaissez le site Evans Above, ils vont vous donner plein d'informations sur les étoiles, les planètes, tout ça, mais on peut suivre la station internationale, on peut suivre plein de satellites. Si vous cherchez dans la base de données d'Evans Above, ils ont conservé les orbites, les éléments keplériens, les éléments orbitaux d'Apollo 11. Donc, Apollo 11 a été lancé en 1969 et c'était le 59e tir de 1969. Donc, le numéro international du satellite, pour le numéro international dans les éléments keplériens, 69, c'est l'année, puis 0,59, c'est le tir. Si on s'en va à notre fameuse station internationale, son numéro international, c'est 9867A. Le premier module de la station internationale s'appelait Zarya. C'est les Russes qui l'ont lancé. Ils l'ont lancé à 98, puis c'était le 67e lancement de 98, puis c'était la charge utile A, la charge utile principale. C'est ça le numéro international. La NORAD, ça, c'est la défense nord-américaine militaire. Le Canada fait partie de la NORAD. Ça, c'est le numéro de la NORAD. Donc, si vous appelez la NORAD puis vous leur demandez de suivre un satellite, c'est ce numéro-là que vous leur donnez. Donc, on va revenir à Apollo 11. Donc, on est en 69. Ils l'ont lancé avec une inclinaison de 32 degrés, une orbite presque circulaire, mais un petit peu d'excentricité. Les paramètres de l'orbite. Une orbite terrestre de 88 minutes. Une altitude de 129 km, c'est 80 000 nautiques. Pourquoi c'est si bas, puis pourquoi cette orbite-là, je vais vous expliquer ça un petit peu. C'est qu'on ne lance pas directement vers la Lune, mais on fait faire 2 tours à la fusée autour de la Terre pour vérifier. Donc, toutes les stations de poursuite vont communiquer avec la fusée, puis ils vont parler est-ce que tel système fonctionne, est-ce que les gyroscopes fonctionnent. Ils vont tout vérifier, puis ça prend au moins 2 orbites avant de vous injecter vers la Lune. Donc, là, on est prêt. On va rapetisser encore un petit peu. On va se replacer. On va avancer. On va vous présenter ça comme ça. On va faire ça. Donc, j'avance dans le temps. Donc, là, on est rendu à 12h32, 12h34, 12h36. Puis là, vous voyez, le plan de l'orbite s'approche de ma fusée. Donc, le plan de l'orbite approche, le plan de l'orbite approche. Puis, c'est ça qu'on attend quand on veut lancer. Ça s'appelle la fenêtre de tir. Plus vous lancez proche de la ligne rouge, moins vous allez avoir de corrections à faire. Donc, vous allez dépenser moins de carburant. Alors, là, ici, si vous remarquez, là, il y a les Bermudes. Je vais vous présenter aussi les postes de poursuite. Donc, les postes de poursuite, le fameux MSFN, MISFIN, le Manned Space Flight Network. Donc, on va afficher. Donc, la station des Bermudes est ici, puis ça, c'est le cercle de visibilité de la station des Bermudes. Mon bateau, tantôt, là, vous allez le voir, là, il va être là. Mais là, nous, ça ne nous intéresse pas, donc on va réinitialiser nos observateurs. On s'approche du lancement, on écoute la télé, il y a plein d'animateurs qui font la description du lancement.
Puis là, pourquoi que ça rapetisse le cercle de visibilité? C'est que j'ai la vraie orbite, puis elle est excentrique. Donc, je vais vous présenter la fausse fusée. Donc, la fausse fusée, elle est ici, avec son cercle de visibilité. Ça, ben, c'est Apollo 11, mais avant qu'il décolle. Donc, ça va être sa vraie position après le décollage. Donc, on avance, puis là, ben, le décollage il est ici. Donc là, notre fusée va décoller à 13h36, mais on n'est pas directement en orbite quand on décolle, donc il y a un petit ajustement. Donc, les orbites qui sont données sur Heavens Above, quand je mets le temps de l'époque, ça veut dire c'est le temps qui correspond aux éléments keplériens. Apollo était ici. Donc, si vous allez sur Heavens Above, là, ben, ces données-là sont valides pour la position qui est ici. Donc, on recule dans le temps. On recule dans le temps. Donc, voici le lancement d'Apollo 11. Donc, on fait moins. Donc, Apollo 11 est lancé. Il s'en va. Puis, sa cible ici, c'est, on se met en mode libre. Sa cible, c'est la Lune. Donc, on a notre lancement d'Apollo 11. Quelques minutes après, on pourrait avancer, on pourrait savoir quand est-ce qu'ils ont vu le Soleil qui était vis-à-vis eux. Ça, c'est la position en dessous du Soleil. Ils continuent au-dessus de l'Afrique. Ils vont passer en dessous de la Lune. Ils vont passer au large de Madagascar. Donc, je vais avancer encore ma fusée. Où ça devient intéressant, ça va être ici. Ça, c'est sa première orbite. Il s'en va passer au-dessus de l'Australie. Il y a des stations de poursuite en Australie. Je vais les faire apparaître tantôt. Il va passer ici, puis il s'en va là. Puis ça, c'est notre point là. Il va falloir que j'allume mon moteur pour en dessous de ce point-là, qui va m'envoyer de. Je vais contourner la Terre, puis je vais m'en aller vers la Lune. C'est le point, l'antipode du point sublunaire. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est regardez ça. Je vais vous présenter les observateurs. Donc là, ici, c'est la première orbite. La première orbite, il passe à côté. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une station de poursuite en Australie. On a une station qui est à Guam, c'est une île américaine. On a une station qui est à Hawaï. Puis on a 2 navires de poursuite qui sont ici dans le Pacifique. Ces navires-là, si vous regardez la ligne que ça donne, c'est pour ça qu'on lançait à 72 degrés. Ces stations-là sont en ligne pour suivre la fusée pour avoir le plus d'informations possible quand elle va être lancée. Ça, c'est le plan de l'orbite, mais là, je vais faire avancer notre Apollo. Notre Apollo s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient. Voici Apollo 11, sa première orbite. Donc, vous voyez que sur la première orbite, il n'est pas visible par notre premier navire de poursuite. Il n'est pas visible par le deuxième. Puis il n'est pas visible par Hawaï, mais il va être beaucoup visible aux États-Unis. Il y a beaucoup de stations de poursuite aux États-Unis. Juste pour vous montrer, là, regardez, il en pleut. Là. Ils vont interroger la fusée ici beaucoup pour savoir comment ça va. Donc, la première orbite, on ne décolle pas. C'est impossible de décoller la première orbite. Ils ne volent pas. Au lieu de vous mettre le plan de l'orbite, en plus du plan de l'orbite, je vais vous rajouter la vraie trace de l'orbite. Donc là, notre Apollo il est rendu ici. La deuxième orbite, il va arriver ici. Donc là, on peut lancer sur cette orbite-là, l'orbite numéro 2 ou l'orbite numéro 3. Ça va être sur l'orbite numéro 2 qu'ils vont faire le lancement. Donc, on continue notre simulation. Notre Apollo 11 s'en va. Il fait le tour de la Terre. Là, les visibilités diminuent parce que la visibilité est en fonction de la hauteur d'Apollo. Il ne voit pas Apollo, mais il s'est ajusté sur lui. Donc là, son orbite excentrique, il est dans le bas de l'orbite excentrique. Donc là, il arrive, il approche, il monte son orbite excentrique. On est à la deuxième orbite. Puis là, qu'est-ce qu'on a? On est vu par l'Australie. On est vu par le premier navire de poursuite. C'est là qu'ils vont nous donner le go. Après ça, on est vu dans le deuxième. Puis là, c'est ici à ce point-là. Donc, le 16 juillet 1969 à 16h temps universel. Donc, c'était l'heure d'été, donc 10h16 du matin au Québec. Ils ont allumé les moteurs pour s'en aller vers la Lune. Donc, ils allument les moteurs puis ils s'en vont vers la Lune. Donc, je peux faire disparaître mes stations de poursuite. Donc, on a Apollo 11 qui est ici, qui l'ont lancé sur la deuxième orbite. Donc, je peux faire disparaître la trace.
on a le point sublunaire, puis on s'en va vers la Lune. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ben, il y a Apollo, je suis pas mal dans les temps. Donc, Apollo 11 qui est ici. On va voir d'autres vols Apollo parce qu'ils n'ont pas mis seulement Apollo 11, ils ont mis d'autres vols aussi. Donc, on va aller chercher la station internationale. Apollo 10. Apollo 10, ben, ce n'était pas le 16 juillet 69 comme on voit en bas. Donc, je vais aller me placer sur l'époque d'Apollo 10. Clac. Donc, voici le lancement d'Apollo 10. Quand ils ont calculé cette orbite-là, c'était la position d'Apollo 10. C'était après le lancement qu'ils ont fait. C'est que ce calcul-là d'orbite est pour un Apollo 10 qui serait là, mais en réalité, il est apparu dans sa vraie orbite ici. Là. Ça, c'est une position de calcul. Apollo, il a été lancé dans la même direction qu'Apollo 11. Si on regarde la trace, puis on fait apparaître les stations de poursuite, les observateurs du MISFIN. Donc, lui, il a probablement la troisième ou la quatrième orbite. Là. Ni la première, ni la deuxième. Donc, c'est à partir de la troisième qu'ils l'ont lancé. On va faire disparaître nos observateurs. On va revenir à notre pas de tir au satellite. Pas au satellite, à l'observateur. Qu'est-ce que j'ai en banque? J'ai Apollo 13. Donc, ici. On va faire disparaître la trace. Donc, ça, c'est le lancement d'Apollo 13. C'est les données orbitales d'Apollo 13. Donc, c'est ça. C'était ma présentation sur la fusée Saturne V, puis pour vous présenter un peu là, comment se présentait un lancement, puis surtout, un peu moins de côté moteur ingénieur, mais un petit peu plus côté navigation puis lancement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Un gros merci, Louis. Vous pouvez applaudir avec le bouton réaction si vous voulez pour ou ouvrir votre micro, bien sûr, si vous voulez remercier notre conférencier et aussi pour lui poser des questions. Donc, voilà, gênez-vous pas. Bravo, très intéressant. Oui, très inspirant, ça. Fait rêver. Oui, c'est parce qu'aussi, nous les radioamateurs, on a des satellites en orbite, puis j'ai plein de. Je pourrais aller chercher d'autres bases de données, là, comme là, un petit peu plus. Je les ai pas mis 2020. 20, 21, 21. C'est ça. Mais mes données ne sont pas à jour, mais juste pour vous donner, Oscar 7, c'est un satellite de radioamateur. Phase 3B, c'est un satellite de radioamateur. UOSat, c'est un satellite aussi. C'est University of Surrey Satellite. Là, on a plein de petits satellites. Puis moi, c'est une petite application que j'ai faite là, pour les suivre, là, ces satellites-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou peut-être aussi des informations que vous avez que vous voudriez partager là, sur les Saturne V puis la technologie des vols Apollo. Moi, j'avais une petite question, une petite chose qui m'a échappé dans la présentation. Les sphères d'hélium, hein, ils servaient à quoi exactement? Oui, c'est quand tu prends, tu sais, tu as des bouteilles là, pour les athlètes que tu siphonnes la bouteille, mais à un moment donné, il faut que tu laisses rentrer d'air parce que tu n'es plus capable de siphonner. Il y a du vide dans la bouteille. Bien, ces sphères-là, c'était pour remplir. Si tu pompes, mettons, de l'oxygène liquide dans le réservoir, bien, c'est le vide en arrière. Donc, il faut remplir avec quelque chose pour pas que, OK. pour pas que ça devienne difficile à pomper. Ça servait juste à pousser pour être capable de faire sortir le restant Oui, bien, du remplir le réservoir. vide. Ouais. Parce que les pompes, eux autres, pompaient, mais c'est prendre une bouteille vide, puis mets-la sur ta bouche, puis tire l'air. Puis à un moment donné, tu ne seras plus capable de tirer parce qu'il y a le vide dans la bouteille. Donc, le but, c'est d'occuper l'espace qui serait vide. Parce que d'habitude, il devrait avoir un trou, puis l'air rentrerait, tu sais, quand tu pompes dans un réservoir. Mais là, c'était pour combler ce trou-là. Là. D'ailleurs, ça me fait penser question comme ça, un réservoir en apesanteur dans l'espace, l'oxygène ou l'hydrogène liquide devient une grosse boule Ouais. dans le milieu.
Ouais, Ça fait que c'est ça. Ça servait à aller pousser la boule qui se formait, j'imagine, ou pas tout à fait. non? Pour pousser le carburant vers les pompes, quand on est en apesanteur, il y a deux petites fusées, puis ils les font marcher. Ça pousse la fusée, donc ça crée une petite accélération, donc ça crée une force vers l'arrière. Ils appellent ça en anglais ullage, U-L-L-A-G-E. Puis si je reviens à mon PowerPoint, je vais vous montrer sur l'étage. Tantôt, est-ce que vous étiez capable de voir la souris quand je la bougeais? Oui. OK. Donc, on va voir. Euh, attends un petit instant. Bon, ça, c'est le premier étage. Quand le premier étage se sépare, il pousse encore. Donc, le deuxième étage, lui, il y a une accélération. Donc, le carburant est dans le bas. Il n'y a pas besoin de ce mécanisme-là. Lui, il n'en a pas besoin. Lui, il en a besoin. Ici, là, si vous regardez Auxiliary Propulsion System Module, ces deux petites fusées qui sont ici, eux autres sont pressurisés, ils vont pousser. Ça donne une petite poussée, puis ça pousse le carburant vers le fond. Puis c'est là qu'ils sont aspirés par les pompes. Le module lunaire, il faisait la même chose. Il utilisait les petites fusées de positionnement autour. Il allumait un petit peu ces fusées-là, puis ça donnait une petite accélération, puis ça envoie le carburant vers l'arrière. Parce que sans ça, en apesanteur, il n'y a rien qui dirigerait le carburant vers l'arrière de la fusée. Donc, il y a un petit moteur qui pousse un petit peu pour faire cet effet-là. Donc, c'est pas les sphères d'hélium qui font ce travail-là, au final. Ça ressemble à ça, c'est qu'ils participent, eux autres, les sphères d'hélium, parce que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils occupent le vide qui serait créé en enlevant le carburant. OK. Ils aident un peu, mais c'est pas eux qui ils aident un poussent. peu. Oui, OK. c'est ça, ils aident un peu. Puis, je ne peux pas aller sur Internet pour Ben oui, tu vous le peux dire. faire ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. OK, On voit ton écran au complet, là, oui. OK. Donc, là, voyez-vous mon écran de On voit Edge? encore ton logiciel, là. OK. Puis là, je vais prendre mon navigateur, puis je vais là, vous voyez vous voyez ça ici? Oui. Parfait. Puis je vais marquer Apollo. Puis c'est des petits moteurs. Je ne sais pas même, c'est peut-être une vidéo, ça, qui. Voyez-vous les petits moteurs qui sont ici? Lui, je vais le mettre. Donc là, la fusée part. Là, il allume ces moteurs-là pour renvoyer le carburant en arrière pour pouvoir partir les moteurs principaux. Une fois que les moteurs principaux sont partis, ils n'en ont plus besoin. Ils appellent ça les moteurs de haulage, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire ça en français, c'est pour ramener les liquides vers le bas. Donc, voyez-vous, on les voit ici, ces moteurs-là. C'est des petits moteurs qui vont s'allumer quand on est en apesanteur, qui poussent le carburant vers le bas. Au niveau du sol, on n'en a pas besoin, mais en altitude, on en a besoin. Je ne sais pas si ça vous donne une idée. Parce qu'on le voyait bien ici au début de l'animation. Est-ce qu'on le voit? Ah, on va le voir avec mieux ici. Donc là, il y en a apesanteur, le carburant, il ne veut absolument pas s'en aller vers l'arrière. Donc, ils vont allumer les petits moteurs ici, les moteurs de haulage. Peut-être qu'il est en train de parler. C'est eux autres qui devraient allumer, là. En tout cas, son animation voyez-vous, c'est ces moteurs-là qui vont pousser le carburant vers l'arrière. J'aurais aimé ça qu'il aurait mis une animation vraiment au complet, là. Mais à peu près toutes les fusées en ont, même, voyez-vous ces petits moteurs-là autour? Ah, ben on le voit ici, là. Ils les allument, puis ça va pousser le carburant vers l'arrière.
Puis les sphères d'hélium, eux autres, c'est pour remplir le vide ici. Parce qu'une fois que le moteur est parti, ils n'ont plus besoin de ces moteurs-là, mais là, on a besoin de remplir. Donc, c'est ça les fameux moteurs. Là. Quand on lit sur, supposons, l'alunissage puis tout ça, là, quand on entend le mot haulage, ça veut dire on allume les petits moteurs secondaires pour renvoyer nos carburants dans le bas, proche des pompes, pour pouvoir faire fonctionner les gros moteurs. Donc, c'est un peu ça l'explication. Très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou est-ce qu'on va avoir besoin de haulage pour faire sortir les questions? Un petit moteur pour pousser. Tu as bien compris. Ça, c'est mettre en pratique. Si jamais vous voulez voir James Webb, là, ce site-là nous indique qu'on le met en métrique. Là. Puis, on est au 25e jour après le lancement, puis c'est au 30e jour qu'il va arriver au point de Lagrange. Puis en distance, on est presque rendu. Là. Puis si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il fait le James Webb, là, ils n'ont pas mis... le déploiement des miroirs est terminé, mais c'est vraiment intéressant là, comme... Parce que là, j'ai vu une partie, là, il explique là, comment ils sont en train d'ajuster les moteurs. Puis, juste pour vous montrer la puissance d'Internet, là. Je vous ai parlé tantôt qu'il y avait des stations de poursuite qui poursuivaient les vols Apollo. Ça, c'est en temps réel. C'est le Deep Space Network. C'est le réseau de communication à longue distance. Puis présentement, c'est à Madrid. L'antenne numéro 54, c'est elle qui communique avec le James Webb, aller-retour. Puis elle reçoit de la télémétrie. Ça, c'est aller puis retour. Puis seulement retour, l'antenne 56, elle reçoit de la télémétrie. Après ça, DSS ici, c'est le satellite. Je ne sais pas c'est quoi lui. James Webb, ben, c'est lui qui est là. HCRA à Canberra, en Australie, le Host Country Radio Astronomy. Donc, si vous voulez savoir en temps réel avec quel satellite la NASA communique, là, ben, vous allez sur le Deep Space Network Now. Puis on remarque que c'est grosso modo les mêmes stations probablement qui ont été construites pour le programme ben, oui. Apollo. Hein? Ben, je vais vous montrer ça. Ce qui est intéressant avec mon affaire, c'est que je vais effacer, je vais réinitier mes observateurs. Je vais enlever les satellites. Je vais enlever le satellite, je vais enlever son cercle. Le Deep Space Network, je l'ai mis ici. Donc, il y a Goldstone en Californie qui est ici. Je vais le mettre en mode libre. Ça, c'est Goldstone. Madrid. Puis Canberra, qui est ici. Ça c'est les 3 stations du Deep Space Network. Si jamais vous voulez voir le James Webb au télescope, il est dans la constellation d'Orion présentement. Puis, il va toujours être facile à voir. Il est à magnitude 15 à peu près. Il va toujours être facile à voir parce que le point de Lagrange 2, il est toujours à l'opposé du Soleil. Donc, à minuit, il est toujours plein sud pour tout le monde. N'importe où sur la Terre, il est plein sud à minuit. Il ne sera jamais dans le jour, il ne sera jamais le matin, il ne sera jamais le soir. Il est toujours à minuit. Voyez-vous un peu l'idée du le fameux point de Lagrange? Là? C'est ça qui est magique avec le James Webb. Là. Donc, Lagrange 2, il est toujours à l'opposé du Soleil, parce que lui, il ne veut pas voir le Soleil. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Un petit commentaire rapidement. Le VAB, c'est le Vehicle Assembly Building et non pas le vertical. Ouais, c'est parce que les noms ont changé. Ah, OK. Dans ton temps, c'était le vertical, c'est ça? Oui, parce que VAB,
Puis, il y a une autre affaire aussi, ça doit vouloir dire plein d'affaires, KSC. Kennedy Space Center. C'est aujourd'hui le Vehicle Assembly Building, mais en 1969, c'était Ctrl F, vertical. Originellement, The Vertical Assembly Building. Bon. Ça, c'était son original. Puis il y a une autre affaire aussi. Je vais vous montrer quelqu'un, un spécialiste biographe des vols Apollo, c'est Andrew Chaikin. Ce petit monsieur-là. Lui ici. Lui ici, il a fait un classique qui est ce livre-là. Je l'ai ici, là, je ne l'ai pas loin. A Man on the Moon. Je l'ai acheté chez Renaud-Bré. Vous pouvez l'avoir en français, je pense, mais il y a la version anglaise originale. Quand ils sont allés sur la Lune, le temps qui est donné, c'est le Apollo, le GET. GET, c'est le... Bon, je vais marquer ground. Je vais essayer de faire mon point, là. À l'époque Apollo, le temps qui était compté, c'était le GET, le Ground Elapsed Time, le temps qui s'est écoulé à partir du sol. C'était ça qu'il disait. Donc, je vais chercher avec Google. Donc, NASA History Division. Puis là, on voit ici, CTRL F. Bon, là, c'est peut-être en tout petit, là, mais si vous lisez les documents originaux de la NASA, ils vont vous parler. Le terme GET, ici, là, on le voit mieux, c'est le Ground Elapsed Time, le temps écoulé à partir du sol. Sol, ça ne voulait rien dire. Donc, dans les années 80, quand ils ont mis à lancer des navettes, ils se sont dit, on va changer ce nom-là, c'est pas logique, le temps est écoulé sur la Terre, ça ne veut rien dire. Ils l'ont appelé le Mission Elapsed Time, le MET. Donc, dans sa biographie, M. Chaikin, il va vous parler du MET, le Mission Elapsed Time, le Mission Elapsed Time. Mais il parle d'Apollo. Donc, il fait un anachronisme. Il utilise un nom d'aujourd'hui pour décrire quelque chose d'époque. On comprend ce qu'il veut dire, mais il n'utilise pas le terme original. Il fait un anachronisme. Donc, c'est pour ça que le Vertical Assembly Building, c'est devenu le Vehicle Assembly Building, parce que tu pouvais assembler des véhicules qui ne sont pas toujours verticaux. Donc, c'est ça l'histoire. Intéressant, merci, merci. Puis un petit commentaire aussi, ben pas un commentaire, une information, le Ulage, c'est espace de tête en français, puis ça correspond OK. à la distance, le petit vide dans l'eau de ta bouteille, là, qui est OK. entre qu'elle soit pleine puis qu'elle soit puis liquide, là, ben c'est ça, l'espace de tête, c'est l'espace qui entre dans le haut de ta bouteille entre la ligne de plein puis la ligne du niveau du liquide. Ben ça, c'est excellent, merci. Parce que dans le vide, il n'y en a pas. C'est des gouttes partout dans le réservoir. C'est ça. Donc là, pour créer ce vide-là, cet espace de tête-là, il y a des petites fusées qui poussent puis qui emmènent vers le bas. Est-ce qu'on a d'autres questions? On avait eu un commentaire de Daniel Gagnon qui a dit merci beaucoup, Monsieur Carrier, fort intéressant. Là, et puis là, donc je le lis. Sinon, est-ce qu'on avait d'autres questions? Ne soyez pas gênés. Ben, merci beaucoup. C'était très intéressant. Ah, ben merci. C'est ça, j'ai écouté aussi avec intérêt le lancement du James Webb. Là. Oui, disons. Puis ce qui est le fun avec le James Webb, il disait qu'ils ont tellement bien fait le lancement qu'ils vont quadrupler, je pense, la durée de vie peut-être potentielle du télescope. Donc, René Doyon de l'IREX, il était là-bas à Kourou pour le lancement. Parce que je suis allé voir sur le site de l'IREX, puis il y avait des commentaires de René Doyon.
Sauf que si vous allez voir le lancement d'une fusée Ariane, vous ne serez pas à 5 km, vous allez être à 12 km. Donc, il y a une distance plus grande entre l'Ariane 5 puis où les gens peuvent aller voir. Là, mais ça doit être spectaculaire à voir ça. Là. La seule affaire, pour ceux qui étaient sur place, le James Webb, il y avait des nuages, donc ils n'ont pas vu la fusée longtemps. Hmm. Ouais, c'est brumeux quand même. Moi, ça m'a surpris qu'il lance ça avec quand même un temps aussi brumeux. Là. Il devait partir le 18, mais il y a une courroie qui a lâché de façon inopinée, puis le satellite a vibré un peu. Ils ont fait des inspections, puis ils ont dit, bon, ben, c'est correct, on va lancer le 22. Le 22, c'était quoi le problème qu'il y a eu le 22? Ah, problème de communication. Il y avait un câble intermittent. James Webb ne parlait pas très bien avec Ariane 5. Donc là, ils ont dit, ah, ça va être le 24. 24, il y a eu un problème météo. Donc le 25 au matin. Puis là, ben, le 25 au matin, c'était brumeux pour nous, mais eux autres, ils ont dit, il y avait tellement hâte qu'ils parlent. Le responsable scientifique de la NASA, voyons comment il s'appelle, il vient de la Suisse. Quand il a pris son poste il y a 2 ans, là, il disait, bon, ben, vous êtes content de devenir le responsable, c'est un Européen, là, puis vous êtes content de devenir le responsable. Il dit oui, mais j'aurais aimé prendre mon poste après le lancement du James Webb parce que il y a tellement de 10 milliards si jamais ça ne fonctionne pas. C'est un peu la facture aurait été grosse. Même en se cotisant en gang, je pense qu'il n'aurait pas été capable de le rembourser. Là, ça fait Ouais. que- Mais 10 milliards, ça inclut aussi les 10 années qui vont être utilisées. Là. Ça finance, là, c'est le projet complet. Là. Hmm. Il y a 7 000 $ d'or qui a recouvert les miroirs. Puis il y avait une madame qui disait ben, c'est pas ça qui a fait monter le prix du télescope. Non. C'est ça, hein, parce que c'est ce qu'on remarque le plus, des miroirs plaqués d'or, wow, mais au final, la couche est tellement mince, il doit même pas avoir un lingot d'or, ça vaut genre 200 000 pièces ou je sais pas trop, tu sais, t'as même pas un lingot là-dedans, là, 5 000 pièces, t'as pas Ouais, grand-chose. ils ont 28 grammes, je pense. Ouais. Bon. Ben écoutez, je pense qu'on ça va mettre fin à notre réunion. Donc c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine, le mois prochain plutôt, hein, pas si vite. Donc le 16 février, où est-ce que ben on verra, l'avenir nous le dira si on est en personne ou encore par Zoom. On espère en personne, on n'en sait rien, mais on verra bien. Oh, on avait Normand qui avait levé la main. Oui, vas-y, Normand. Ah, c'était pour une main de félicitations. Ah! Ah, ok, ça c'est pas. Ok, c'est parce que là, tu as mis la La main de main, question, mais c'est il vrai, mais existe j'ai pas une main. trouvé. C'est parce que je n'ai pas trouvé les mains qui applaudissent. Dans réaction, le bouton réaction, là, le premier bouton, c'est des mains Ouais. qui applaudissent. Ah, ben oui, ah, ben oui. Tiens, tiens, tiens. Ah, voilà, Ah, voilà. voilà. OK. Excellent. Donc, tiens, même moi, je vais en mettre une. Tout le monde est content. Donc, voilà, 16 février, on verra bien si c'est en personne ou pas. Puis, on ne sait pas encore qui va être notre conférencier. Donc, c'est une OK. surprise. Donc, si jamais il y a des gens parmi vous qui ont une conférence de presse sous la main, n'hésitez pas à nous la proposer. Sinon, nous, on va entamer nos recherches pour trouver un conférencier pour le mois prochain. Donc, ne vous inquiétez pas à ce sujet, on aura quelqu'un. Voilà. Donc, encore un gros merci, Louis. Hein, c'était très intéressant. Toujours une présentation à la hauteur de tes connaissances et surtout je pense, on peut dire de ta passion, puis à quel point tu creuses les sujets. Soit dit en passant aussi, la conférence elle s'est enregistrée automatiquement. Est-ce que tu as objection à ce qu'on partage le lien aux membres du club qui l'auraient manqué? Ah, ça me ferait plaisir, pas de problème. Parfait. Donc on va envoyer le lien à la liste des membres pour ceux qui n'auraient pas pu l'avoir. Puis on a Raymond Lessard aussi qui a dit très intéressant, merci. Voilà. Donc là-dessus, ben écoutez, je souhaite ardemment vous revoir en présentiel dans à peu près un mois. On verra bien. Et sinon, ben on se voit par Zoom. Puis d'ici là, ben on se souhaite un bon mois, puis de rester
en santé. Prenez soin de vous durant ce mois-là.